Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui chez Cosa Vostra et ravi d'avoir enfin réussi à mettre le grappin sur Laurent Combalvert. Salut Laurent. Salut. Laurent, je te propose de te présenter pour commencer. Donc je suis négociateur professionnel, j'ai la chance de pratiquer ce métier à 100%. Je suis un ancien négociateur du RAID, j'ai eu l'opportunité de créer la première équipe de négociateurs au sein de cette unité avec quelqu'un qui s'appelle Michel Marie et nous avons tout doucement monté le métier en compétences pour en faire un vrai métier et non pas seulement une soft skill et faire en sorte que l'on puisse régler les situations complexes par la négociation de manière pacifique. C'est quoi un négociateur professionnel, parce qu'on est tous un peu négociateurs amateurs alors du coup, mais je pourrais presque dire que moi aussi je suis négociateur professionnel puisque une grosse partie de mon métier c'est de négocier avec des futurs employés pour les faire venir, des employés qui sont là pour les motiver, des clients pour revenir, des prospects pour devenir clients, des clients pour rester clients, des je sais pas moi, des administrations pour je sais pas quelle raison souvent. Alors c'est vrai que tu pratiques la négo comme tout le monde, hein, puisqu'on passe tous notre vie à négocier, dans l'idée que la négociation c'est ce qui sert à trouver dans une situation de désaccord exprimé une solution qui sera juste pour chacune des parties prenantes. Donc on fait tout de la négo, recruter un client, recruter un collaborateur, gérer un conflit, motiver une équipe, c'est de la négo. Après, négociateur professionnel, ça veut dire qu'on fait que ça. La raison d'être de notre entreprise, d'ADN Group, c'est d'accompagner dans la formation et l'assistance des organisations qui négocient. Donc 100% de notre activité est dédiée à la négociation. Donc c'est pour ça qu'on a la prétention de dire que c'est un vrai métier. On est tous a priori de potentiels négociateurs professionnels. Après le devenir, c'est-à-dire considérer que c'est un vrai job, que c'est pas juste un hobby qu'on fait en plus, et donc il nécessite une préparation et un entraînement permanent. Donc ça veut dire que si je dois décortiquer une phase par exemple, on va venir dans tout ça d'ailleurs, je vais trop vite, mais une phase de commercial par exemple, il y a toute une phase de prospection, il y a toute une phase de... ça entre guillemets ça t'intéresse pas, en tout cas c'est pas ton business. Toi t'es vraiment sur la phase, une fois que la prospection est commencée, que tu rentres dans cette phase où t'as un client qui est hooké, qui est intéressé et où il faut commencer à négocier des conditions, de l'argent, des pénalités possibles, des tas de choses, et ben c'est là où tu fais de l'impact, c'est ça? Alors je vais même aller plus loin, c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire que tu peux avoir un client que tu vas chercher en prospection, tu vas lui vendre ta prestation, c'est-à-dire que tu vas le convaincre que ta prestation est idéale pour lui, c'est exactement ce qu'il lui faut. Et nous, on va rentrer en ligne de compte quand l'autre va commencer à dire non. Quand il va dire non, ça ne m'intéresse pas, ou non, pas à ce prix-là, ou c'est trop cher, ou ces conditions de sortie ne m'intéressent pas, ou ces conditions de paiement, je voudrais les revoir. À partir du moment où il exprime un désaccord avec ce que tu lui présentes, c'est là que la négociation va commencer. Donc le désaccord exprimé, c'est ta base de travail. Mais le désaccord exprimé, il n'est pas forcément à partir du moment où tu as clashé. Il peut être très tôt dans le process où t'as pas encore commencé à travailler ensemble. Bien sûr, au contraire. Le désaccord exprimé, moi j'utilise même un mot qui est un peu plus fort, c'est le conflit. Le conflit, conflictérer, ça veut dire aller à l'encontre d'eux, c'est-à-dire exprimer ton désaccord. Et le conflit, nous on l'utilise beaucoup dans nos équipes pour créer de la valeur et pour créer pour avoir de la créativité quand on échange sur une mission ou sur une façon de gérer quelque chose. C'est-à-dire être capable de dire je ne suis pas d'accord, c'est d'abord constructif. Mais en fait, c'est là où je reviens sur le côté professionnel. Tu m'excuses, mais ça peut paraître presque, tu peux le voir quasiment loufoque alors je sais que c'est très sérieux, on y viendra tout à l'heure, mais en fait, le conflictéré, le désaccord exprimé, enfin, je pourrais penser que tu en as 4000 par jour. Je dis 4000, c'est peut-être 200, mais je veux dire avec ton compagnon, avec tes enfants, avec, je sais pas, tout le monde, enfin, je sais pas, avec toi-même. Ouais, le conflit, dans ce sens-là du désaccord exprimé, il est important, mais il est moins présent que ce que tu imagines. C'est-à-dire que beaucoup de situations se règlent par la soumission ou le passage en force. C'est-à-dire qu'on n'exprime pas le désaccord, on impose. Ou on n'exprime pas le désaccord, on accepte alors qu'on n'est pas d'accord. C'est assez étonnant de voir que la notion de valeur ajoutée n'est pas forcément toujours associée au mot conflit. Et là aussi, beaucoup de personnes, beaucoup des auditeurs ne seront pas d'accord avec ce point-là, et c'est très bien. Mais nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'utilise. Le conflit peut être vu de manière positive dès lors qu'on considère que c'est l'expression
d'un désaccord et que c'est le moyen de créer de la valeur ajoutée parce que 1 plus 1 peut valoir 3, 4, 5, 15. On a une fondation qu'on a créée qui s'appelle ADN Kids. On forme les enfants dans les écoles pour lutter contre la violence et le harcèlement. Et on est en classe de primaire, on fait l'exercice du 6. On a déroulé une grosse affiche avec un 6 dessus, la moitié de la classe à droite, la moitié de la salle à gauche. On demande à la partie qui est à droite, expliquer aux élèves d'en face que c'est un 6 qu'on voit sur l'affiche. Et on demande à la partie qui est de l'autre côté, expliquer aux élèves qui sont en face que c'est un 9 qu'on voit sur l'affiche. Et on laisse faire. Et en 30 secondes, c'est la guerre atomique. C'est-à-dire que chacun va dire c'est un 6, c'est un 9, tout le monde pense qu'il a raison. Ensuite, on leur fait faire le tour. Et on leur montre qu'en faisant le tour, on s'aperçoit que les deux ont raison. Et quand tu demandes à un gamin de primaire avec 9 et 6, et pas 9 ou 6, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, tu as la multiplication, la soustraction, la division, la virgule. Toute la valeur ajoutée que tu crées parce que chacun a raison d'exprimer son désaccord. Donc c'est vrai que ça devrait être naturel, le désaccord positif devrait être une systématique pour créer de la valeur. C'est pas aussi simple que ça et aussi naturel que ça. En tout cas, tu es bien à fond dans ton sujet. On est rentré directement dedans. Est-ce que tu connais Ray Dalio? Ray Dalio, c'est le fondateur de, je vais peut-être dire une bonne bêtise, mais c'est un fonds gigantesque qui s'appelle BlackRock, je crois. Alors BlackRock, je connais, oui. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Principles, et son gros trip, c'est ce qu'il appelle le Thoughtful Disagreement. Un gros habitué des podcasts américains. L'idée, c'est de dire, en gros, il valorise le désaccord énormément. Il a raison. En disant, en gros, il n'y a rien de pire dans une entreprise que d'avoir une centaine de personnes ou des milliers de personnes à qui tu dis c'est comme ça et pas autrement, parce que la raison même pour laquelle tu as des centaines de managers, au moins en tout cas, c'est de recruter des gens intelligents pour faire progresser ta boîte. Or, si tu mets une règle ou on va dire des valeurs qui disent tu dois respecter tes supérieurs et tu dois jamais les contredire, en fait, tu ne fais que dire aux gens du dessous, ne pensez pas trop et n'apportez pas trop de valeur ajoutée. Quand tu réagis dans l'idée que si un bruit te dérange, il vaut mieux ne pas l'entendre, évidemment, tu perds quelque chose. Si quand un bruit te dérange, tu souhaites l'écouter parce que justement, il n'a pas le même son que les autres, c'est là que tu peux avoir cette capacité d'ouverture. Si tu exprimes une idée à 100 personnes, tout le monde est d'accord avec toi, à 101 personnes, vous avez une idée. Ce qui est nul en termes de créativité. Il y a encore pire. Tu exprimes ton idée à 100 personnes, personne n'est d'accord avec toi, mais personne n'ose te le dire. C'est encore plus nul parce que tu es toujours persuadé que tu as une idée géniale. Les 100 personnes autour de toi sont frustrées de ne pas avoir exprimé leur désaccord et tu ne t'enrichis pas de leur vision qui pourrait venir gonfler ta propre idée. Donc c'est vrai que cette notion de désaccord exprimé ou de conflit, on peut l'appeler ensuite, si le mot conflit fait peur, on peut appeler ça désaccord exprimé, effectivement. C'est pas toujours très naturel, c'est pas toujours très évident. C'est peut-être aussi lié aux injonctions pédagogiques qu'on reçoit, qui souvent mettent le conflit sous un angle négatif, mais c'est quelque chose qui devrait être absolument privilégié parce que c'est un facteur de création de valeur. J'en ai déjà beaucoup trop dedans, je voudrais savoir d'où ça vient, mais quand même à chaque fois je me dis bon c'est la dernière, après je reviens un peu en arrière. Mais dans les grosses entreprises, on parle souvent de politique, et la politique souvent c'est un peu d'éviter les conflits. Non? Oui? La politique c'est parfois vu comme celui qui a le moins de conflits et le meilleur. Pourvu qu'il m'arrive rien, pourvu que j'ai pas d'embrouille, pourvu que dans mon équipe tout le monde soit aligné et qu'au-dessus de moi on me dise waouh quel bon manager, regarde tout le monde est toujours d'accord avec lui. Ça c'est encore une fois une posture. Moi je pars du principe dans mes propres équipes que quand les gens sont pas d'accord entre eux c'est bien. C'est bien parce que ça veut dire qu'ils se sentent en confiance pour dire aux autres qu'ils sont pas d'accord. Si je m'apercevais que chez ADN tout le monde était toujours d'accord, ça me poserait un vrai souci de confiance parce que ça voudrait dire que les gens n'osent pas se dire quand ils sont en désaccord les uns avec les autres. Donc oui, les enjeux politiques sont souvent d'ailleurs, comme on le dit, les enjeux cachés. On a tous des enjeux qu'on ne dévoile pas auprès des autres. C'est dommage parce que c'est ce qui tue aussi l'esprit de certaines sociétés. Et d'ailleurs, quand on voit les jeunes générations, nous on commence à rencontrer de jeunes négociateurs qui ont 25, 26, 27 ans, qu'on a rencontrés dans nos formations à HEC ou dans les grandes écoles auxquelles on participe. Quand on les rencontre, souvent ils nous disent « Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'avoir des enjeux politiques, j'ai pas envie de louvoyer avec des gens qui me font des sourires et qui me mettent un couteau dans le dos. Moi, quand ça va pas, je le dis, et puis on traite le problème, et une fois qu'il est réglé, on avance et on passe à autre chose. Et ça, c'est plutôt une autre façon de voir le désaccord qu'il faut mettre en avant. Mais bizarrement, moi, je suis plutôt de cette école, assez franc du collier.
Alors, c'était peu apprécié chez certains de gros clients, même de gros investisseurs que j'ai pu avoir sur certaines boîtes, notamment autour du domaine public. Mais avec l'âge, j'ai l'impression aussi qu'être capable de temps en temps alors je dirais pas de faire de la politique, parce que je crois pas être trop rentré là-dedans, mais d'arrondir les angles, d'être moins conflictuel, d'être alors peut-être plus à l'écoute finalement de temps en temps en fait. Alors peut-être que du coup je confonds un peu les choses, le conflit et le clash systématique, mais que finalement il y a des moments aussi faut être capable un peu de se taire, d'écouter, de digérer, de se dire bon, je suis pas d'accord avec lui, mais je vais pas lui dire maintenant, ou je vais pas lui dire comme ça. Et ça, c'est peut-être en fait la base de la négociation. Alors Mais c'est ça, la négociation, c'est pas forcément dire tout le temps qu'on n'est pas d'accord, c'est le dire à bon escient, le dire dans la bonne façon et le dire au bon moment. La notion d'écoute de l'autre, c'est aussi parfois savoir reconnaître que tu as tort, avant même d'avoir commencé le débat et la discussion. C'est ne pas confondre conflit et confrontation, où effectivement la façon de gérer les conflits, la façon de faire passer tes idées, va aussi modifier l'issue et la perception de l'autre. Si tu dis à quelqu'un de manière ouverte, constructive, je suis pas d'accord, je t'explique pourquoi je suis pas d'accord, qu'est-ce que t'en penses, ce sera plus facile de l'amener dans la discussion et donc dans la construction d'un objectif qui va satisfaire tout le monde, plutôt que de lui dire non, je suis pas d'accord avec toi, c'est débile, ce que tu dis, ça vaut rien. À partir du moment où tu l'exprimes de cette façon-là, eh bien, tu tues la capacité de création de valeur par la négociation. Et alors ça, tu me le raconteras, mais ça existe dans beaucoup de domaines. Je crois que tu as écrit un peu là-dessus aussi. Hein. Je t'en prie. J'ai écrit quelques livres avec mon associé Marwan Meri. D'accord. On essaie de sortir un livre par an. Ah oui. Oui, on croit beaucoup à la transmission du savoir. D'accord. C'est vrai que quand on sera plus là dans 20, 30, 40 ans, la seule chose qu'on espère, c'est pas que les gens vont se rappeler de nous, c'est qu'ils se rappellent de la méthode qu'on a créée pour les aider à négocier plus efficacement. Donc la transmission, elle est importante et notamment dans les bouquins, c'est un chouette moyen de transmettre le savoir. Et alors là-dedans, tu parles notamment, hein, je crois, d'enfants, notamment de temps en temps, de travail d'équipe aussi. Tu m'en diras plus tout à l'heure si tu veux bien. Mais alors on est déjà bien rentré dans le vif du sujet, mais comment t'es arrivé là-dedans? Donc tu parlais du RAID tout à l'heure. Avant le RAID, t'étais dans la police nationale, c'est ça? Moi, j'ai toujours voulu rentrer dans la police. Voilà, quand j'étais petit, je jouais aux gendarmes et aux voleurs et je faisais jamais le voleur. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être une vocation là-dessous. J'ai eu la chance de rencontrer, quand j'étais un jeune lycéen, un jeune lieutenant de gendarmerie, à qui j'ai dit, voilà, je voudrais rentrer au GIGN, j'ai envie de faire ce métier-là, et il a pris le temps. Il a passé plus d'1 heure de son temps. Il a consacré du temps à me recevoir, à m'expliquer ce qu'il fallait faire, travailler à l'école, faire du sport. Et ça m'a vraiment, vraiment engagé. T'as appliqué tout de suite? Alors, j'ai appliqué tout de suite et il se trouve que ce jeune lieutenant est devenu commandant du GIGN quelques années plus tard. D'accord. Et puis, il est reparti. Je l'ai revu à ce moment-là. Il est revenu au GIGN. C'était le plus jeune général de gendarmerie. Il s'appelle Denis Favier. Il a été directeur général de la gendarmerie. Mais l'heure qu'il a su consacrer dans un petit coin du Comminges à Saint-Gaudens, dans le sud-ouest de la France, elle m'a beaucoup motivé dans l'idée que ce métier-là, ça servait à aider les gens. Et donc, j'ai voulu faire ce métier parce que je voulais sauver des vies, aider des gens. Et donc, j'ai commencé sur la logique plutôt tactique. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt le groupe d'intervention. Et à l'occasion de mes études, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. À l'occasion d'un mémoire de Sciences Po que je faisais sur la lutte antiterroriste, avant de passer le concours d'officier de police, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Michel Marie, qui était commandant au RAID, avec lequel j'ai sympathisé, avec lequel on a bien accroché. Et quand j'ai fait savoir que j'étais intéressé pour passer les tests du RAID, il m'a dit, moi, je suis prêt à te récupérer au RAID, mais pour monter une équipe de négo avec moi, pour créer ce métier de négociateur. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, quand tu as la vision de l'intervention du groupe tactique et qu'on te parle de négociation, c'est vrai que la perception, elle est plutôt basique de la négociation. Mais la discussion avec Michel Marie et puis le métier qu'on a essayé de mettre en place, ça a complètement changé ma vision de ce qu'était la négociation. Et si je dois t'arrêter un peu là, pour reparler un peu de ce parcours, quand tu le rencontres, donc tu es où? Tu es étudiant. Étudiant où? Je suis étudiant à Toulouse. À Toulouse, d'accord. Donc en quelle année tu es? On doit être en 91, 92. D'accord. Et la police, tu voulais y rentrer par quelle porte à l'origine? Du concours d'officier. D'accord. Donc j'ai fait du droit parce que c'était la majeure qu'on rencontrait au concours d'officier. J'ai fait Sciences Po parce que j'ai fait droit public. Donc quand tu fais droit public, Sciences Po c'est presque les mêmes matières, donc tu pouvais faire double cursus. Je voulais faire un mémoire au sein du centre d'études et de recherche de la police qui se trouvait à Sciences Po Toulouse. D'accord. Et donc voilà, j'ai passé mon concours d'officier que j'ai eu. J'ai eu la chance de sortir bien classé. J'ai choisi mon poste dans ce qu'on appelle les sections de protection intervention pour préparer les tests du RAID.
Et pendant 3 ans, je me suis consacré à ce job avant que Michel me dise, moi, j'aimerais bien te récupérer chez moi. Alors attends, du coup, pendant 3 ans, tu as été policier, inspecteur de police, tu dis? Non, j'étais lieutenant de police. Lieutenant Inspecteur de police n'existait plus. D'accord. Je suis de la première promotion de lieutenant de police. Donc, lieutenant de police, tu peux me raconter un peu ce que c'est que d'être lieutenant de police à quel âge, du coup, à 22 ans? Alors qu'écoute, je suis rentré dans la police en 95. Donc j'avais 24 ans. 24 ans. Et je me suis retrouvé chef de section. Je commandais deux sections de 40 personnes, donc 80 personnes, dont la spécialité était les violences urbaines ou les manifestations dégradées. C'est-à-dire qu'on faisait de l'intervention, on allait interpeller des gens dans des milieux un petit peu complexes. Donc gros travail d'équipe, gros entraînement, grosse préparation physique. Mais excuse-moi, mais je mets les pieds dans le plat, mais t'es complètement illégitime. Je sais pas, 24 ans de oui, 80 personnes qui ont le double de ton âge, qui font ça depuis 40 ans. Mais ça, quand on te fait passer un concours et qu'on te dit que maintenant vas-y, on te met à la tête de la section et tu commandes, bien sûr. Alors le problème, c'est que tu sais pas que tu es illégitime. Alors tu l'es pas vraiment. Tu es plutôt légitime parce que tu as un statut qui te rend légitime pour être le chef de section. Ce que tu n'es pas, c'est crédible. Parce que tu vas donner des ordres à des gens sur des choses que tu as lues dans les bouquins et que tu n'as jamais vraiment pratiquées. Donc ta première année, tu te prends quelques claques. Et alors, soit tu peux m'en citer une ou deux? Là, tu bascules, t'es sur des missions où tu dis, tiens, on devrait faire ça, ça serait super. Et puis, si t'es pas très bien vu, les gars te disent, ouais, on va faire ça, ils te laissent faire et tu vas te planter. Si t'aimes bien, moi j'avais la chance d'avoir des subordonnés qui m'appréciaient un peu, qui me disaient non, lieutenant, on va pas faire ça. Parce que ça, si on fait ça, voilà comment ça va tourner. Et je me suis vite aperçu qu'ils avaient beaucoup d'expérience. C'est pas forcément le galon qu'ils avaient sur l'épaule qui faisait leur crédibilité, mais c'était leur expérience professionnelle. Et donc je me suis assez rapidement tourné vers eux chaque fois que j'avais une décision à prendre. Je l'ai toujours prise et assumée, mais je me suis toujours entouré des avis, notamment quand ils étaient contraires à ce que je pensais. Donc je pense que l'appétence au conflit, elle est aussi née à ce moment-là. De me dire, soit j'impose parce que j'ai le galon pour le faire, je suis légitime, mais pas crédible, mais ils vont le faire quand même, mais ils vont pas bien le faire parce qu'ils seront pas engagés. Soit je leur pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Vous feriez quoi à ma place? Je m'inspire de ce qu'ils vont me dire, je suis ou je suis pas, mais en tout cas, je me suis tourné vers eux pour avoir leur avis. D'accord. Et donc là, vous faites des interventions. Donc là, tu es à Toulouse, toujours? Non. Toulouse, c'était mes études. Ouais. Ensuite, je suis arrivé en région parisienne. D'accord. Et donc là, je suis sur la région parisienne, mais dans une unité qui se déplace sur toute la France. D'accord. Donc là, ça peut être partout. Ça peut être des cités à Creil, à Nice. Ça peut être des manifestations au cœur de Paris. Enfin, tout est envisageable. Et alors, c'est de l'intervention cagoulé, casqué ou... Alors, cagoulé parce que c'est pas pour masquer notre identité, contrairement à ce que pratique le RAID, c'est parce que les cagoules sont inifugées. D'accord. Et qu'on se retrouve parfois avec des gens qui balancent des cocktails Molotov. Et donc, pour protéger notre intégrité, on a des tenues qui sont inifugées, des cagoules inifugées, des boucliers spécialisés, des tenues d'intervention qu'on appelle les Robocop, qui permettent d'avoir une sorte d'armure de tortue ninja sur le dos et qui te permettent d'intervenir, y compris quand tu te fais caillasser ou quand tu prends des coups de balle de baseball. Et ta première intervention, tu t'en souviens? Ouais, c'était à Nantes. Ma première intervention, c'était sur une grosse action de violence urbaine, une cité qui brûle. Et on nous demande d'aller interpeller ceux qui mettent le feu. T'es dans quel état? T'es super excité parce que t'as envie de faire ça et tu t'es préparé pour faire ça et tu rêves de ça et puis t'es mort de trouille parce que c'est la vraie vie, quoi. Non seulement c'est la vraie vie, donc tu vas te retrouver face à face à des gens qui ont envie de te démonter, qui ont envie de te balancer un cocktail Molotov sur la tête. Et puis tu vas aussi engager la responsabilité de tes équipes, c'est-à-dire que c'est toi le patron, t'as 3 mois d'expérience et tu vas leur dire ce qu'il faut faire. Donc c'est aussi ce mélange entre l'excitation d'être dedans et de faire un truc que t'as toujours voulu faire, et puis la trouille de le faire parce que tu sais que voilà, on joue plus là, c'est pas un exercice. Ils ont la trouille comme toi, les plus aguerris? Ouais, tout le monde a la trouille. Ouais, si t'as pas la trouille dans ce genre de métier, il faut faire un autre métier. Oui. J'en ai vu des gens qui avaient pas la trouille. Tu les gardes pas longtemps généralement. Soit ils sont fous, soit il leur arrive un pépin. Et alors comment tu le prépares celle-ci ou une autre, mais je veux dire quand tu vas à Nantes comme ça, tu as une carte du terrain, il y a beaucoup de préparation ou c'est très tu débarques? Alors généralement t'as pas de préparation. On t'appelle, t'es à Paris, on rappelle toute ta compagnie pour dire bon, préparez-vous, on va se déplacer sur Nantes. T'as 3 heures pour arriver, faire ton sac, te mettre dans les voitures. Tu vas mettre 3 heures de route ou 4 heures de route pour être sur place. Et puis là, t'arrives et on te dit bon, à vous, quoi.
Donc c'est un peu de l'impro. Alors tu fais vite, hein, tu passes quelques coups de fil avant. À l'époque, on n'avait pas une rapidité de liaison comme on l'a maintenant. Hein. Les réseaux sociaux n'existaient pas, on n'avait pas Google Maps. Ça doit tout changer, ça. Ouais, ça change pas mal de choses. Les drones, j'imagine, même maintenant. C'est tout bête, mais ne serait-ce que les GPS, voilà, Ouais. tu rentres l'adresse exacte dans le GPS, tu sais que tu vas arriver direct, tu fais une vision satellite de la zone, t'as les rues barrées, enfin tu vois à peu près tout. Maintenant, il y a les moyens de renseignement qui sont, comme tu le disais, des drones ou des moyens d'information tactique plus efficaces. Mais oui, à l'époque, on n'était pas en freestyle complet, mais voilà, on découvrait un peu le terrain en arrivant sur place. T'avais un gros désavantage face à ton ennemi quand même. Ouais, alors après, on était je sais pas. préparé pour ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on savait, j'avais fait venir les Yamakasi Oui, d'accord. dans mon unité. C'était le début hein, de ce qu'on appelle les techniques du déplacement, l'art du déplacement. Et donc, j'avais fait venir les Yamakasi, dans ceux qui ont fait le film, pour qu'ils nous expliquent comment on se déplace rapidement dans un parking, dans une banlieue, comment on saute d'un balcon. Et ouais, c'était assez sympa, ouais. Et ça marche, ce genre de... Alors, ça marche très, très bien. Ouais. La seule difficulté, ça a été en fait de faire accepter à mes supérieurs hiérarchiques, à ma hiérarchie, qu'on n'allait pas mettre les chaussures qu'on avait d'habitude, mais qu'on allait mettre plutôt des chaussures plus légères, parce qu'on avait besoin d'être rapide. Les grosses chaussures en cuir, les type Rangers, qui servaient pas à grand-chose, on les a changées pour des chaussures que j'avais fait venir des États-Unis, des chaussures noires d'intervention, mais qui étaient en Cordura, qui étaient hyper souples et qui nous permettaient d'être rapides, d'être véloces. Et... Qui ont été un peu adoptés maintenant, désormais, non? Oui, maintenant tout le monde les a. Ouais. Ouais. On était parmi les premiers à porter ce qu'on appelle les gilets tactiques. D'accord, ouais. Parce que quand tu cavales après X ou Y dans une banlieue, t'es obligé d'avoir ton équipement sur le dos. Plutôt qu'avoir tout qui pendouille à la ceinture, on mettait tout dans des gilets tactiques. On était parmi les premiers à avoir les chaussures d'intervention dédiées justement à la vitesse et à l'explosivité qu'on pouvait avoir en intervention. Donc oui, au début c'était compliqué, on nous prenait un peu pour des fous. Mais j'avais la chance d'avoir un commandant de compagnie qui était un vieux de la vieille, hein, qui aurait jamais mis ce type de tenue, mais qui comprenait l'intérêt. Et puis surtout, on avait des résultats. Ça marchait très très bien. Et ça, là-dessus, ces résultats, tu en es en partie à l'origine. Enfin, je veux dire, c'est un truc dont tu peux te targuer peut-être aujourd'hui. C'est une question pas évidente. On n'est pas les seuls à avoir mis ça en place, mais c'est vrai qu'on a très très vite, on a regardé ce qui se passait par ailleurs, et on s'est dit pourquoi on n'est pas équipé comme ça. Alors, je me rappelle, oui, d'une démonstration officielle avec le ministre de l'Intérieur, le directeur des services auxquels j'appartenais, qui est venu voir la démonstration, et la première chose qu'ils ont vue, c'est que j'avais pas les chaussures en cuir. Et là, je me suis dit, waouh, là, ça va tonner. Et le directeur général s'approche. Il s'appelle Bergogneau, je crois qu'il s'appelait Bergogneau. Il s'approche de moi, il me dit vous avez belles chaussures, lieutenant? Je dis écoutez, oui, j'ai ces chaussures parce que ça permet d'être plus efficace. Et il demande au directeur des équipements de la police de venir voir où j'avais trouvé ces chaussures pour les faire tester, pour justement les distribuer aux autres. Donc ouais, c'était quand on tombe sur des gens qui comprennent l'intérêt de la mission et qui se disent ok, on fait pas ça pour être plus beau ou plus malin, on fait ça juste parce que ça nous rend plus efficace. On arrive à faire bouger les choses. Il y a un moment dans ces 3 années où il y a pour toi un point de bascule qui fait que tu as changé dans le regard de tes équipes, ou c'est venu que pour très progressivement ou... Non, il n'y a pas eu de point de bascule. Je dirais que plus tu acquiers de l'expérience, plus tu deviens légitime du coup. Alors, ta crédibilité, tu l'as fait sur le terrain. Quand tu montres que tu es efficace dans le job pour lequel tu es payé, le job sur lequel on t'attend, bah oui, tu deviens plus crédible. Et puis ta légitimité, tu l'acquiers non pas seulement parce que tu as le galon, mais parce qu'en plus, tu sais créer une synergie où tu vas susciter l'adhésion. Moi, j'avais pas mal de gens qui voulaient rejoindre mes sections parce qu'on avait une réputation d'être efficace. On comptait pas nos heures, on comptait pas nos journées de récup. Hein. On prenait jamais nos récup, on était toujours sur la brèche. Ce qui est pas toujours simple parce que ça impacte la vie de famille. Par contre, ouais, on avait des résultats et c'était bien. Mais alors, justement, sur le modus, alors pas le modus operandi, mais le rythme de vie, tu pouvais passer 10 jours sans être appelé, être, je sais pas, tranquille à jouer aux cartes comme ça. Non, à vous entraîner, j'imagine, je sais pas. Mais... Passer 10 jours, c'était rare. Il y avait des moments où la compagnie était neutralisée. C'est-à-dire que pendant ces moments-là, elle pouvait pas être rappelée. D'accord. Quand on avait enchaîné 30 jours de déplacement, de mission, il fallait aussi neutraliser la compagnie pour que tout le monde puisse un peu souffler. Donc quand la compagnie est neutralisée, elle est à effectif réduit et on la rappelle si vraiment il n'y a pas d'autre possibilité de le faire. D'accord. Donc on avait des moments où on était un peu posé. On pouvait s'entraîner, on pouvait se préparer. Mais généralement, on était plutôt sur la brèche tout le temps qu'en récupération. Et alors, tu sais jamais vraiment où on va t'envoyer, quoi. C'est vraiment un truc, le téléphone sonne et tu peux être chez toi, il est 3h du matin et, ouais, ça et peut tu arriver, réveilles ouais. tout le monde. Comment ça se passe? Alors, tu réveilles. Ouais, non, ça se fait tout seul. C'est le service général qui fait ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est de permanence H24 et quand la compagnie est rappelée, il rappelle tout le monde pour dire revenez, on a besoin de vous et voilà, tu prépares un sac et tu sais pas où tu pars et combien de temps tu pars.
Je me rappelle d'une mission, on devait partir 24 heures et ça a duré 3 semaines. Ah oui, parce que tu faisais des missions longues aussi. Ah, bien sûr. Ah, ouais. D'accord. Et ces déplacements, juste pour me projeter un peu, mais t'es souvent en voiture, tu pars en hélico, tu pars en avion, t'es que en France? Alors, tu pars essentiellement en véhicule. Quand tu pars en Corse, tu pars en avion. Ouais. Donc, ça dépend des lieux sur lesquels tu vas partir. Ouais. D'accord. Là-dessus, c'est une sorte de... Quand on parle comme ça, on a l'impression que c'est un mini-raid quand même, quoi. Oui, c'était un peu les prémices. Alors, ça s'appelait pas comme ça. Et on avait une hiérarchie qui voulait surtout pas qu'on ressemble au groupe d'intervention. Mais la plupart des jeunes que j'avais dans cette unité-là, dans cette section, sont tous ensuite rentrés dans des groupes d'intervention. Le RAID, les GIPN, voilà, c'était un peu ce qu'ils voulaient. Donc, on faisait du sport toute la journée. On faisait du tir chaque fois qu'on pouvait. On faisait de la boxe. On cochait toutes les cases pour ensuite rentrer en groupe d'intervention. Donc c'était très sportif, très physique, très. Tu tires bien, du coup, j'imagine. Oui, j'ai la chance d'avoir une bonne capacité à utiliser les armes. Tu tires toujours? Oui, toujours, bien sûr. D'accord. Ouais. Et tu t'entraînes toujours à fond? Je m'entraîne toujours. Ok. Du sport, du tir, de la chute libre. D'accord. On va revenir sur tout ça. Est-ce que j'ai lu quelque part que tu étais passé aux États-Unis sur une formation du FBI? Ouais. Quand je suis arrivé au RAID, j'ai dit à Michel Marie. Alors, quand j'ai demandé à Michel pourquoi il m'avait recruté, en fait, il m'a dit 2 choses. Il m'a dit la première chose, t'es sacrifiable. Alors j'ai dit très bien, tu peux me rappeler la définition de sacrifiable pour toi, s'il te plaît. Et donc il me dit en fait, t'es un jeune officier, t'es un jeune lieutenant. C'est-à-dire que si on se plante et que le métier ne marche pas, si ça n'accroche pas, tu mets pas en jeu ta carrière. Tu auras essayé, tu feras autre chose, tu vas pouvoir rebondir. Je suis pas à un moment où je devais passer un grade, où je devais avoir C'était pas un moment crucial dans ma carrière, j'avais du temps devant moi. On parlait pas de vie ou de mort. Non, c'est ça. C'était surtout dans ma fonction. Ensuite, la seconde raison, c'est que je parlais anglais. Et la plupart des unités qui travaillaient déjà sur la négociation étaient anglophones. Pourquoi tu parlais anglais? Parce que j'avais appris l'anglais à l'école et que je trouvais que c'était bien de parler anglais. D'accord. Je pose cette question parce que j'ai récemment un collaborateur, un futur collaborateur que j'ai eu en entretien qui me dit j'ai compris que trop tardivement que l'anglais était important. Et aujourd'hui, je m'en mords les doigts parce que il baragouine, mais il parle pas assez bien. Et pour nous, c'est primordial. Mais même pour la découverte sur le digital sur Internet, c'est important. C'est quelque chose que tu avais réalisé tôt, donc. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui est prof de langue, qui est prof d'espagnol. D'accord. Donc du coup, elle m'a mis à l'espagnol très très vite et elle m'a mis aux langues très très vite. Et au-delà de l'espagnol, qui était sa matière, elle m'a dit tu vas surtout apprendre l'anglais. Parce que ça sera la langue internationale, évidemment. Donc oui, ça, j'ai compris assez vite qu'il fallait pouvoir s'exprimer en anglais. Et donc voilà, j'ai eu cette chance. Et voilà. Tout comme moi, j'ai des parents que je remercie jamais assez de m'avoir envoyé un peu à droite à gauche, mais pour apprendre l'anglais, qui ont été très clairvoyants là-dessus. Donc ça t'a aidé à avoir ce job. Et t'étais le premier à avoir ce job, en fait? Non, du tout. Michel avait commencé à travailler sur la négo après Neuilly. D'accord, en 93. Sarkozy, donc. Voilà, Sarkozy qui va négocier avec Human Bomb. Et il comprend l'intérêt que la négociation, ça doit se préparer, ça doit s'organiser, que c'est un vrai job. Et que c'est pas simplement ce qu'on faisait dans les films ou ce qu'on voyait à l'ancienne, le patron du service qui débarque et qui dit allez, c'est bon, arrête tes conneries, pose ton calibre, on va discuter. Donc il a décidé de professionnaliser. Moi, je le rencontre en 93 quand je fais mon mémoire de Sciences Po. Et donc ça fait déjà quelques mois qu'il a travaillé sur Neuilly. Il est déjà à fond sur l'idée qu'il faut faire quelque chose et on reste en contact, en échange, sans imaginer que j'allais le retrouver quelques années plus tard pour rejoindre le RAID. Sachant qu'on est d'accord que rester en contact, en échange en 93, c'est des coups de téléphone ou des courriers, mais c'est même pas des emails ou des SMS. Quoi, en 93, non. Par contre, quand je rejoins mon unité, l'unité que je dirige se trouve à côté du RAID. D'accord. C'est-à-dire que je partage le bar avec les gens du RAID et je vois Michel Marie tous les jours. Ok. Voilà. Donc du coup, il m'observe un petit peu dans mon rôle de chef de section, mais on garde le contact en me disant tiens, bah voilà la négo, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà comment je vais me positionner. Il a 2-3 idées, il recrute 1 ou 2 personnes déjà pour commencer à réfléchir sur le sujet. Donc on se perd pas de vue, quoi. D'accord. On se voit assez souvent, on échange assez souvent. Et puis je m'aperçois que son idée elle mûrit vraiment et qu'il a vraiment l'intention de faire un groupe de négociateurs. C'est pas juste un négociateur qui fait ça de temps en temps, c'est un groupe dédié qui va porter le nom groupe gestion de crise et négociation pour faire de la négo à temps complet. Donc ça, tu t'engages là-dedans en 80... Je m'engage là-dedans en 97. Je commence à réfléchir au sujet et fin 98, il me recrute au RAID. Et alors tu passes dans un groupe de négo au sein d'un gros groupe d'ultra-action, si je puis dire, enfin vraiment de quelque chose qui est très
musclé. Ça me donne envie de te poser 2 questions. La première, est-ce que t'as pas un peu peur de sortir de l'action toi-même? Parce que du coup, j'imagine que tu rentres pas dans un avion où ton objectif il est plus d'être en retrait un petit peu pour sauver les autres. C'est autre chose, c'est une autre forme d'action. Et 2, j'imagine aussi que tu gères beaucoup moins de personnes puisque tu passes de 2 fois 40 à quelques... Ah bah tu passes à rien, tu te gères toi. Et Parce que dans le groupe de négo du RAID, il y a que des officiers. On est 3 officiers. D'accord. Dont Michel Marie, une femme négociatrice et moi, et un psychologue. D'accord. Donc tu gères ta personne, tu commandes plus personne. Donc si effectivement c'est ta vocation et c'est ce qui t'intéresse dans ton métier, tu vas être déçu assez vite puisque tu diriges que toi. Après, tu quittes l'action, c'est vrai que tu quittes le côté tactique. Et donc quand tu as eu ça en tête pendant des années, que tu t'es préparé, que pendant 3 ans tu as dirigé des sections qui faisaient un peu ça, tu décides de changer de métier. Par contre, je l'ai fait en conscience, je le savais. C'est-à-dire que j'ai pas été, on m'a pas arnaqué sur la finalité. Dès le début, Michel Marie m'a dit, voilà, tu vas venir nous rejoindre, tu feras pas d'intervention, on sera sur les interventions, mais on casse pas de porte, on donne pas l'assaut, on descend pas à rappel. Ça, tu le faisais avant? Ça, je le faisais avant dans mon unité. On était en groupe constitué. T'étais pas en retrait, je veux dire, en tactique. On rentrait dans des manifestations pour aller attraper des casseurs ou on allait faire des interpellations difficiles dans des banlieues où ça cramait. Là, tu sais que tu quittes ce milieu-là. Tu deviens un peu plus intellectuel, entre guillemets, même si le rôle d'intervention nécessite de la préparation intellectuelle. Mais là, on devient un peu plus abstrait dans notre préparation et de la négociation à distance. On peut être parfois au face-à-face, mais on n'a pas vocation à aller au contact physique. Si je parle quand tu m'as parlé de la peur tout à l'heure, quand tu es en intervention, donc toi, qu'on a fait quelques-unes sur cette époque, peut-être après, tu me diras, dans les autres sentiments qu'il y a dans ces moments-là, j'imagine beaucoup d'adrénaline. Est-ce qu'il y a une forme de kiff? Oui, c'est sûr, il y a un kiff. Il y a un kiff parce que tu cherches aussi cette pression quand ton amygdale décide d'ordonner, de sécréter de l'adrénaline, du cortisol parce que tu sais que ça va être chaud. Ouais, bien sûr, tu le sens. Tu sens la bouffée de chaleur qui monte. Tu recherches aussi ce métier pour ça. Mais je dirais que j'ai trouvé plus de kiff à la négociation que quand je dirigeais les sections d'intervention. Parce que quand t'as la négo, t'as pas le rapport de force. T'as le groupe d'intervention qui est derrière la porte, mais c'est pas toi qui pilote ça. T'as pas d'arme à la main. Tu peux pas imposer le rapport de force. La seule façon dont tu vas pouvoir l'amener à discuter avec toi, c'est ta façon de le convaincre que la seule solution, elle est par la négociation que tu vas apporter. Et ce qui doit être en fait assez tripant, c'est que tu as aussi une forme de négo, j'imagine, en interne, à dire avec tes collègues qui sont sur le terrain, leur dire laissez-moi négocier encore, je vais avoir cette sortie par cette porte-là, alors qu'eux veulent rentrer, j'imagine. Bah, ta négociation, elle est interne. Après, elle est pas, c'est pas une compétition. C'est-à-dire que tu vois assez vite, en fonction du profil de la personne, de l'environnement, de l'armement qu'il a, du nombre d'otages qu'il détient, s'il y a un vrai risque ou pas. Quand tu es sur un forcené retranché tout seul, sur lequel personne n'a vu d'armes, tu sais que la négo pourra être un peu plus longue que si tu es sur un preneur d'otage qui a blessé un otage avec un otage qui se vide de son sang à l'intérieur. Donc, il y a toujours négociation, mais je dirais que la tactique, donc le groupe d'assaut donne sa vision de l'intervention, ses capacités d'action et son taux de réussite imaginé, et la négo fait pareil. Les capacités d'action en fonction du profil et les possibilités de solutions négociées. Et en fonction de ça, le patron du raid décide sur quel axe on va orienter. Il y a toujours de la négo, hein. Même quand on sait que l'assaut est inéluctable, on maintient toujours la négociation jusqu'à la fin. Mais tu sais qu'à un moment donné, il va falloir dire stop, ok, on arrête. Est-ce que je sais pas si par exemple tu as un angle de tir sur un type qui a 8 otages avec qui tu parles depuis 8 heures, est-ce que la vie je rentre dans du point très précis, mais c'est de la pure curiosité, la vie du preneur d'otages est un sujet? Bien sûr. Elle est un sujet pour 2 raisons. La priorité du négociateur, c'est la vie des otages. Ensuite, la seconde priorité, c'est la sécurité des membres de son équipe. Quand tu négocies une solution, tu évites de donner l'assaut et donc tu évites de mettre en danger les gens du groupe tactique. La troisième priorité, c'est la vie du preneur d'otages. Tu es là pour l'interpeller. T'es pas les commandos de la mort, t'es la police. Et donc tu es là pour l'arrêter, le donner à la justice, le remettre à la justice pour qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que tu ne peux pas neutraliser quelqu'un s'il n'y a pas légitime défense. S'il n'est pas en train de tuer un otage ou s'il n'est pas en train de te menacer toi,
tu n'as aucune raison de lui tirer dessus. Légal, d'accord. C'est clair. Donc, si tu dois neutraliser quelqu'un, et en tant que négociateur, tu peux le faire. Moi, il m'est arrivé de me retrouver armé à proximité du preneur d'otage. Si par hasard, il avait levé son arme pour me tirer dessus ou pour tirer sur un otage, je l'aurais certainement neutralisé. D'accord. Oui, donc il te restait quand même une fois de temps en temps quelques kiffs de te rapprocher d'un... Parce que ça fait partie du job, en effet, de dire je vais aller lui parler, quoi, potentiellement. Oui, après, le contact physique, tu vois, les Américains nous disent il faut surtout pas aller au contact physique parce que c'est dangereux. C'est vrai. Mais dans 80% des cas que j'ai gérés, il y a eu un contact physique. Et dans 80% de ces 80%, il y a eu reddition après le contact physique. Donc, voir quelqu'un dans les yeux, arriver à sentir ses émotions, sentir sa psychologie parce que tu l'as les yeux dans les yeux, ça rend quand même la négociation beaucoup plus efficace. Par contre, le risque est élevé. Tu es à distance de prendre un coup de couteau, de prendre un coup de fusil. Donc, c'est quelque chose que tu dois bien sûr anticiper. Et alors, cette école du FBI, c'était quoi? C'est venu quand? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as appris? En fait, Michel Marie avait fait la formation du FBI en 91, non pas sur la négo, mais sur la photographie. Il était photographe d'intervention, donc spécialisé dans la collecte d'informations par la photographie, et il avait rencontré des gens au FBI. Il se trouve que est venu en France en 99, quelqu'un qui s'appelle Gary Nossner. Gary Nossner, c'était le négociateur de Waco, négociateur du FBI qui a travaillé sur la crise de Waco. Et Gary Nossner est venu... Une secte qui est avec une grosse prise d'otages. David Koresh qui se retrouve dans un compound, qui prend des otages, et ça dure 51 jours. Donc cette histoire, elle est un peu mythique. Elle remonte à 93, donc elle est pas très vieille. On arrive à avoir des infos, et quand Gary Nossner vient à Paris, 5 ans plus tard, forcément, on a tous envie de voir Gary Nossner. Je sympathise assez vite avec Gary Nossner, qui est un ami de Michel Marie. Et Gary Nossner vient avec sa fille en France. Et il se trouve que parlant anglais, eh bien, je fais visiter les locaux à la fille de Gary. On sympathise également. Et puis, on reste en contact, et Gary et sa fille, et moi, et Michel. Donc, tous les quatre, on échange de l'info sur le métier, sur ce qu'on pourrait pratiquer. Et un jour, Gary Nossner me dit, est-ce que tu veux venir faire la formation du FBI? Je dis, écoute, moi, je serais intéressé. Il me dit, il faut que tu arrives à convaincre le legal attaché du FBI, c'est-à-dire le représentant du FBI à l'ambassade des États-Unis à Paris, qu'on peut t'inviter sur une formation. Il dit, moi, je peux t'inviter, mais il faut que le legal attaché soit d'accord. Et donc, le gars s'appelle Enrique. C'est une forme de test. Ouais. Et donc, je vais à l'ambassade et je vais le rencontrer une première fois. Il se trouve qu'il est hispanophone. Enrique Guimenti, il s'appelle. Je vais commencer à parler avec lui et il me dit non, on ne va pas vous inviter, c'est compliqué. Il n'y a que 32 places par an pour former des négociateurs sur le cours de Crisis Negotiator. Donc, c'est compliqué, il n'y a pas assez de place, c'est déjà booké, on verra peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, et ainsi de suite. Et je ne vais pas le lâcher. Tous les jeudis, je vais le voir, je demande un rendez-vous et j'essaie de le convaincre. Et au bout d'un moment, on commence à sympathiser, on boit un café, on se met à parler espagnol, voilà, tout le truc. Et il me dit, mais vous êtes tellement opiniâtre que je pense que ce métier est fait pour vous. Je vais voir ce que je peux faire. Et 1 mois plus tard, je reçois l'invitation. Je suis invité à faire le cours, à passer la qualification de négociateur au FBI. Bah, du coup, ça m'amène à une question que j'avais à te poser. C'est est-ce que tu m'as fait un test de négo pour venir ici ou D'après toi? Je sais pas, je me pose la question. Si tu poses la question, c'est que tu as déjà une partie de la réponse. Tu es en train de te demander, mais qu'est-ce que j'ai donné en fait pour. Il a fallu. Attends, t'étais pas si simple et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a un petit jeu, oui, non. Non, alors en fait, il n'y a pas de test, malheureusement, ou heureusement. On a la chance d'avoir des agendas très très remplis. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on arrive enfin à trouver ce créneau pour discuter. Non, et puis j'imagine en plus, j'ai cru comprendre même que tu as des agendas aussi assez incertains, puisque tu gères des crises aussi beaucoup. Hein. Ouais, on fait aujourd'hui chez ADN Group, on fait entre 200 et 220 négociations par an. Donc on les fait pas tous en direct, hein. On a une grosse équipe. On est le premier réseau mondial de négociateurs. D'accord. Donc on a 125 négociateurs dans le monde qui ont tous un autre job et qui parallèlement à ça mènent des actions de formation ou d'assistance sur des négos. Et nous avec Marwan, on joue le rôle de superviseur de ces négociations. Donc on a quelques négociations qu'on mène nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on accompagne nous-mêmes, et puis d'autres où on supervise des négociations accompagnées, menées par des gens de nos équipes. Donc c'est vrai que ça fait un gros agenda, ça fait un gros emploi du temps. Et puis parfois sur certaines négos, il y a des grosses tensions où il y a des phases de closing qui sont plus tendues que d'autres. Et là, effectivement, on doit mobiliser notre agenda pour pouvoir être disponible. Alors on va venir sur ces négos juste après. Je voudrais que tu me racontes un peu la période raid quand même, et peut-être aussi ce que tu as appris au FBI. La différence, est-ce que
est-ce que c'est la Mecque? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable par rapport à ce qu'on fait ici? Est-ce que c'était le cas? Est-ce que tu crois que c'est toujours le cas? C'était la Mecque parce que c'est le premier cours international de négociation qui a été créé là-bas en 91. Donc oui, c'était la Mecque parce qu'ils avaient l'expérience. Ils ont débriefé beaucoup d'affaires. C'est les premiers à avoir dédié 100% du temps d'officiers, d'agents à la préparation, à la formation de la négo. Donc oui, il y a un gros savoir-faire. Après, c'était la Mecque parce qu'on était 32 dans la formation. Donc il y avait 30 agents du FBI et 2 étrangers. J'étais avec quelqu'un de Scotland Yard, un anglais, David, et on a beaucoup échangé. On a passé plusieurs semaines à échanger sur les cas de négociation, à se challenger, à voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. C'est très intense. C'est non-stop, hein. C'est toute la journée, toutes les soirées, les exercices de nuit. C'est vraiment quelque chose qui est assez prenant. Mais c'est un vrai enrichissement en termes de partage d'expérience. Ensuite, j'ai appris par défaut. Parce que je trouve qu'il manquait quelque chose au FBI, c'était la capacité d'adaptation, l'agilité. C'était très processé, très organisé, mais ça manquait de capacité d'adaptation immédiate, ce qu'on appelle l'agilité. Et ça, nous les Français, je pense que culturellement, on l'a plus que ce qu'ont les Anglo-Saxons. Donc c'est ce qui m'a permis sur certains exercices là-bas de réussir mes négos sans respecter le process. Ça, c'est très typique je vais utiliser ce terme de l'Amérique. Ce que je veux dire, c'est que les Américains ont la processisation dans l'âme, ce qui est quand même quelque chose d'assez magique et aussi d'assez effrayant. Quand je dis magique, c'est qu'il y a quand même un côté se dire sur beaucoup de choses, il faut pas se poser de questions. Le process, il est comme ça. T'as beaucoup de gens qui vont s'habiller par exemple tous les jours pareil, comme ça au moins le matin, ils ont pas à se poser de questions sur comment je m'habille parce que c'est t-shirt noir, jean gris, chaussures noires. Et voilà. Et donc du coup, ils arrivent à faire un certain nombre de choses qui font qu'en fait tu réussis à te poser les vraies bonnes questions aux bons endroits. Nous, on a un côté un peu anti-process, notamment dans plein de sociétés. Mais tu crois pas que c'est quelque chose qui, j'imagine, du coup, qui t'apporte une force aujourd'hui, cette processisation que tu as appris là-bas? Alors, ça t'apporte une force sur ce que tu peux prédire. Le process qui t'apporte une bonne réponse, ça sert à éliminer l'incertitude. Donc, dans un système compliqué, avec plein de paramètres, mais où tout est prédictible, le process est redoutablement efficace. T'élimines l'incertitude. Quand il se passe ça, plus ça, plus ça, tu appliques la réponse et ça marche. La négo, c'est un système complexe. C'est-à-dire un système dans lequel il y a de l'incertitude. Et donc, dans l'incertitude, il n'y a pas de bonne réponse. T'as que de bonnes questions. Il y a peut-être des moments où tu vas avoir en termes de processisation, je sais pas, la manière dont tu mets en place la négo, dont tu établis ton terrain, entre guillemets, d'action. Alors, encore une fois, c'est du process, non pas sur de la réponse, mais sur des questions clés. Ouais. Avec Marwan Méry, on a créé une méthode qui s'appelle Pacificate, qui enchaîne des questions clés. Il n'y a pas de bonne réponse. La question, ça peut être par exemple, quel est l'objectif commun partagé? Comment je l'identifie? Ce que la partie adverse et moi, on va créer ensemble en négociant. Ensuite, la question, c'est comment je le verbalise pour qu'elle accepte l'objectif commun partagé. Je ne sais pas à l'avance comment je vais faire et ce que je vais dire. Par contre, je sais que cette question, je vais me la poser. Donc, le process qu'on a créé est plus sur un enchaînement de questions clés plutôt que sur un enchaînement de réponses. Or, quand tu as peu d'appétence en incertitude, ou quand tu as l'habitude d'appliquer des process avec des réponses établies à l'avance, je m'habille tous les matins avec un t-shirt gris, un pantalon noir et des chaussures grises, eh bien, tu te poses plus la question de pourquoi je m'habille avec un t-shirt noir, un pantalon gris et des chaussures noires. C'est automatique. Ce qui est rassurant, parce que tu évites la question de l'incertitude, comment je m'habille, ce qui est moins efficace, parce que du coup, tu t'habilles de la même façon, qu'il pleuve, qu'il vente, ou qu'il y a un grand soleil. C'est chaud, ouais, voilà. C'est sûr. Donc, cette notion de question clé, elle t'oblige à être acteur. Tu es acteur de ta négo parce que tu te poses la question et tu vas devoir trouver toi-même la réponse. Les systèmes qui ont des réponses préétablies à l'avance, elles permettent d'éviter d'être acteur. Donc, tu deviens spectateur. Alors, si ça te convient, il y a des gens qui aiment ça, qui n'ont pas besoin, qui veulent pas prendre de responsabilité, qui appliquent un process et ça marche et qui le font très bien d'ailleurs. Alors que tu as des gens qui ont besoin d'être tout le temps dans l'incertitude parce que, répéter 150 fois le même process, au bout d'un moment, ça va les lasser. Ouais, c'est passionnant. Et du coup, ces questions dont tu viens de parler, par exemple, est-ce que tu peux quand tu parles de cet objectif, quel est l'objectif qu'on a en commun, par exemple, ce qui me semble un bon préalable à une négociation, finalement. Ça, c'est quelque chose que tu te poses à toi-même ou que tu vas poser à ton interlocuteur éventuellement? Systématiquement, tu essaies d'envisager l'objectif commun partagé. D'accord. Dans toute négo, il y a un OCP, sinon c'est pas de la négo. L'OCP, ok. S'il n'y a pas d'OCP, d'objectif commun partagé, on n'est pas en négociation.
On est dans un débat, dans une discussion, mais on ne construit pas quelque chose ensemble. Ça veut dire que ça, tu le verbalises. Alors, déjà, tu essaies de le trouver. Donc, tu vas faire des hypothèses. Et là, c'est la distinction entre l'interprétation et l'hypothèse. L'interprétation, tu imagines que les choses se passent de cette façon-là et que la partie adverse recherche à obtenir ceci, parce que du coup, comme tu te dis que tu as trouvé, tu n'as plus d'incertitude. Et donc, tu te rassures. L'interprétation, le danger, c'est qu'elle t'amène à voir le monde comme tu penses qu'il est, pas comme il est vraiment. En négociation, on fait des hypothèses. Et qu'on fait plein d'interprétations possibles. Il peut vouloir ça, il peut vouloir ça, il peut vouloir ça. Et je vais ensuite, au premier contact, valider par le questionnement laquelle de mes hypothèses est la meilleure. Donc, tu es dans l'incertitude parce que tu as peut-être 3-4 OCP identifiés. Tu ne sais pas celui qui va accrocher, celui que les gens vont prendre. Donc, tu commences généralement par tester celui qui t'est le plus favorable, qui te convient le mieux. Si ça marche, tu en fais l'objectif commun et tu lances ta négo. Si ça marche pas, tu dégrades ton OCP pour essayer de trouver quel est le plus petit dénominateur commun qu'on peut avoir dans une négociation. Et ça marche pour vendre un ventilateur, pour vendre une boîte et pour libérer des otages. Si tu veux acheter un ventilateur, tu as un objectif commun à partager. Sinon, tu ne serais pas là. Et si la personne veut te vendre un ventilateur, c'est qu'elle a aussi un objectif commun qu'elle partage avec toi. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et par exemple, dans les prises d'otages, il n'est pas toujours si simple, cet objectif commun. Alors, il est assez simple. La difficulté, c'est de le faire accepter à l'autre. Prenons une prise d'otage assez connue qu'on a menée en 2001 à la prise d'otage de Fresnes. On a 2 détenus qui essaient de s'évader avec un hélicoptère qui vient au-dessus de la prison, qui balance une corde. La corde est trop courte. Ils ne peuvent pas accrocher l'échelle de corde. Ils ne peuvent pas s'accrocher à l'échelle de corde. L'hélicoptère leur jette un sac avec gilet pare-balles Kalachnikov. Ils s'équipent. Ils prennent un otage 2 surveillants de prison. Et ils s'enferment au milieu de la prison. Et donc, ça va durer 19 heures de négociation. Eh bien, l'OCP, l'objectif qu'on m'a partagé, que j'ai verbalisé avec le leader des preneurs d'otages et qu'il a repris, c'est que tout le monde s'en sort vivant à la fin. Donc ça paraît simple, c'est souvent du bon sens, mais il se trouve que j'ai l'enregistrement de cette phase de négociation où je verbalise l'objectif qu'on m'a partagé et où il me dit que son objectif c'est que tout le monde s'en sorte. À partir du moment où les deux ont verbalisé l'OCP, là on fait de la vraie négociation. Sachant qu'il peut te dire je m'en fous, moi. Je peux tuer tout le monde. Il peut dire très bien, il peut dire moi mon intérêt c'est que tout le monde meure, à partir de là on n'a pas d'OCP. Ou mon intérêt c'est de sortir coûte que coûte. Ouais, d'accord, mais dans ce cas-là il y a plusieurs façons de le faire. Moi mon objectif c'est qu'il sorte pas, donc son enjeu c'est de sortir. Mon enjeu, c'est qu'ils sortent pas. Quel objectif commun partagé on crée qui fait qu'on va être d'accord pour négocier? Ouais, donc tu peux l'amener sur le fait que personne ne meurt si tu lui laisses ouvrir la porte que peut-être il réussira à sortir. Non, parce que si je lui laisse penser qu'il pourrait sortir, quand il va s'apercevoir que je vais pas le laisser sortir, la frustration sera décuplée. Donc je préfère tuer la frustration. Je suis là, je veux sortir. Écoute, je vais être très clair. Il y a des choses que je sais faire et des choses que je sais pas faire. T'ouvrir la porte et te laisser sortir, personne ne le fera. Tu as essayé de t'évader, ça marche pas. Ça n'a pas fonctionné, tu es toujours là. Malheureusement, je pourrais pas t'ouvrir la porte. Par contre, le but du jeu, c'est que tout le monde s'en sorte, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de dégâts. Et si toi et moi, on arrive à faire en sorte que tout le monde s'en sorte, je pense que je peux essayer de voir comment je peux améliorer un petit peu la situation pour que tu n'aies pas tout perdu. À partir du moment où il accepte que oui, il va rester en prison, mais que ça va se passer dans des conditions qui vont être meilleures que celles qu'il imaginait au moment où il a raté son évasion, à partir de là, on commence à pouvoir négocier. Et tu peux délivrer vraiment là-dessus? Alors, tu es obligé de délivrer. Si tu délivres pas, c'est ce qu'on appelle une coopétition simulée. Tu fais croire qu'on va s'entendre, mais en fait, à la fin, je t'arnaque. C'est comme quelqu'un qui te dit signez le contrat pour acheter ce canapé et je vous fais 15% de réduction. Puis tu signes le contrat, tu rentres chez toi et tu t'aperçois qu'en fait, il t'a mis 5% de réduction et pas 15%. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es coincé, t'as signé un contrat. Mais tu reviendras plus jamais lui acheter un canapé. Oui, non, c'est sûr. Dans une prise d'otage, c'est pareil. Si jamais tu promets à quelqu'un, tu dis je vais te donner ça, vas-y mon ami, pas de problème, libère les otages et en échange, je t'offre une cellule avec une télévision. Si jamais alors évidemment, il l'aura jamais, parce qu'il n'y a pas de cellule avec la télévision. Mais si je délivre ce que j'ai promis, je suis crédible pour la suite. Si je mens et que je ne délivre pas, ça marche qu'une fois. Mais si tu lui dis, je te garantis que tu n'auras pas plus de 50 plus. C'est impossible ça. Donc tu peux garantir quoi? Mais tu peux garantir le choix de la prison, par exemple. Choisir une prison qui sera peut-être plus proche de sa famille. Tu ne garantis pas les choses dont tu sais qu'elles sont impossibles. Je veux une remise de peine. Impossible. Il n'y aura pas de remise de peine. Si tu laisses penser que c'est possible, tu crées de la frustration. Attention, comme toute méthode en négociation, c'est pas à 100% que ça fonctionne. Tu peux avoir des cas où, dans certaines situations, les gens ont menti. On menti parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour que tout le monde s'en sorte vivant. Mais quand tu le fais, tu impactes ta crédibilité. Et donc, si tu mens tout le temps,
quand tu négocies, au bout d'un moment, plus personne veut négocier avec toi. Oui. C'est comme un manager. Oui, mais bon, moi, je sais pas. Tu crois que le mec qui est là au milieu de la prison de Fresnes avec sa calache et son pote et les deux surveillants, il se dit c'est Laurent Combalbert, je le connais, et c'est un menteur et il négocie mal. Tu sais ce qui s'est passé après Fresnes ? Non. Les preneurs d'otages ont fait un livre dans lequel ils ont raconté. La mère d'un des preneurs d'otages a fait un livre. Elle a des négociateurs du raid, ils ont promis quelque chose et ils ont tenu ce qu'ils ont promis. C'est-à-dire que bien sûr que ça se sait. Alors, c'est pas forcément Laurent Combalbert ou X ou Y, mais c'est les négociateurs de la police ou les négociateurs des gendarmes. Il suffit qu'il y en ait un qui monte pour impacter tous les gens qui ont la même étiquette que soi. D'accord. Quand tu vas acheter quelque chose dans un magasin, tu te fais arnaquer, la marque entière est impactée par ce comportement. On a créé un label qui s'appelle Nego for Good sur la négociation éthique et responsable. Pourquoi ? Parce qu'on pense et on a un track record aujourd'hui qui nous permet de le valider. Les entreprises qui sont vertueuses dans leur façon de négocier, à long terme, elles gagnent plus que celles qui négocient comme des chiens et que celles qui qui te poussent à bout systématiquement. Parce qu'encore une fois, la réputation que tu as quand tu négocies, celle que je pouvais avoir quand j'étais au raid parce que, on donnait ce qu'on promettait et qu'on promettait pas ce qu'on n'avait pas donné surtout. Ça nous a permis derrière d'être crédibles sur les autres situations. C'est la même chose pour un manager. Si je te promets que tu vas prendre tes vacances en août, écoute, vas-y, bosse comme une bête, pas de problème. Par contre, en août, je te garantis que tu auras tes vacances. Et je te donne pas tes vacances. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée ? Tu vas plus jamais bosser pour moi ? Ou tu me feras plus jamais confiance ? Un négociateur, c'est pareil. Quand tu dis que sur ce contrat, il s'engage à signer ça, ou il s'engage à obtenir ça, s'il l'obtient pas, et qu'il ne justifie pas pourquoi il n'est pas responsable du fait qu'il l'a pas obtenu, si c'est juste une arnaque, il le fera qu'une fois. Et ça, peu importe la signature, on en parle avec Jacques-Antoine Grandjean, le patron de vente privée, on parle du verbe et de l'importance de l'oralité. Bien sûr. Finalement, il y a une conséquence potentiellement juridique sur une signature, mais une conséquence potentiellement très très forte sur l'oralité. Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est primordial de ne pas mentir en négociation. Encore une fois, je dis pas que c'est possible à 100%. Il m'est arrivé de mentir sur certaines négociations parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'amener la personne en face à libérer son otage et à sortir. Mais chaque fois que je l'ai fait, et chaque fois que j'ai pu le faire, je suis allé le dire au forcené. Pourquoi j'ai menti ? Alors là, en plus, t'es généralement enregistré, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pas forcément, mais ça se fait de plus en plus. Ouais. Ce que je te disais je te parlais de Ray Dalio tout à l'heure, donc je te recommanderais, je t'offrirai ce bouquin d'ailleurs. J'espère que c'est pas une promesse pour rien et que tu vas être obligé de tenir ton engagement. Tu verras. Et il est... Alors, c'est un psychopathe. Il va un peu trop loin sur ces trucs, mais c'est intéressant. J'aime bien les gens qui vont trop loin sur certaines choses parce que voilà. Mais il pousse même à enregistrer certaines réunions pour justement dire que tu t'es engagé sur ça. En fait, ça a été dit. C'est pas parce que ça n'a pas été écrit que en fait, donc finalement, ça enlève un peu de la confiance puisqu'en fait, tu es obligé de tout enregistrer. Oui, c'est dommage d'aller jusque là. Ouais, Par contre, quand tu fais une réunion, quand tu fais le wrap-up de la réunion, quand tu rappelles ce qui s'est dit, oui, tu dis voilà, on est bien d'accord que sur cette réunion, X, Y, vous êtes engagé à ça, d'accord ? Donc tu peux faire un compte rendu de réunion dans lequel tu reprends les éléments, que tu envoies à tout le monde et tout le monde vérifie que oui, c'est bien engagé à faire quelque chose. Ouais. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est une plaie. Les gens qui te disent les choses et qui les font pas. Oui. Voilà. Quand ils le font volontairement, c'est malhonnête. Certains l'oublient. Ça c'est ça. Il y a les oublis aussi. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué. Quand tu t'attends à quelque chose et que tu l'obtiens pas, à un moment donné, tu détruis de la confiance et donc tout le monde bascule dans la méfiance systématique et c'est dommage. Donc tu as fait combien de temps ? Alors cette formation, pour revenir là-dessus, les plus gros enseignements que tu aies pu avoir, le FBI, c'est juste que ça me fait un peu... Le process, c'est efficace quand tout est sous contrôle. Ça perd vite de sa crédibilité dès lors qu'il y a de l'incertitude. Et en négo, on a du facteur humain. Par contre, la préparation ici est primordiale. Au FBI, tu te prépares des heures et des heures. Et effectivement, c'est top parce que quand tu as compris que la négo, c'est 70% de préparation et 30% d'agilité, à partir de là, oui, tu vis plus de la même façon. Et quand tu dis une préparation, c'est une préparation générale comme l'entraînement par rapport à une intervention ou c'est une préparation cas par cas ? Spécifique, cas par cas. Qui décide, qui négocie, quel est mon mandat de négociation, quel est l'OCP, comment je le verbalise, qui sont les acteurs face à moi, qui est un allié, qui est un adversaire, quelle est la stratégie que je vais retenir, comment je la mets en œuvre, quelles sont les batailles que je choisis de mener, est-ce que je les mène ensemble, je les mène pas ensemble. Et ça, tu as toutes ces questions qui sont pré-écrites et puis après tu y réponds en allant sur le lieu. Absolument. Comment ça se passe, ouais. Tu y réponds de manière naturelle. Avec Marwan, on a inventé cette méthode il y a maintenant pas mal d'années. Donc pour nous maintenant, Pacificat, c'est automatique. On se pose plus la question. Enfin, on sort plus le papier pour se poser les questions. Mais oui, on a formalisé l'approche
de préparation et les questions clés en négociation. Parce que quand tu es impliqué dans une négo avec du stress, avec des enjeux forts, tu as une charge cognitive qui diminue, c'est-à-dire une capacité à processer l'information qui est moins efficace. Et donc pour ça, il faut avoir des choses sous la main, il faut avoir écrit. Et donc si tu es sur le terrain, enfin en train d'y aller, tu es dans un hélico, un avion, une voiture, et tu te mets là-dessus et tu te dis, voilà, et tu as des infos qui te viennent de différents services, j'imagine. Tu vas chercher les infos, tu dis j'ai besoin de quoi pour travailler là-dessus. J'ai eu à traiter un cas d'extorsion dans un pays d'Amérique du Sud. Je me suis posé la question, d'accord, qui est la personne qui est en face de moi? Quel est le vocabulaire qu'il utilise? Est-ce que l'accent qu'il a est bien un accent de cette région-là, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs? La revendication qu'il a faite, qu'est-ce que les statistiques nous disent? Est-ce qu'elle est dans la norme? Est-ce qu'elle est au-dessus? Est-ce qu'elle est en dessous? Est-ce que c'est un amateur? Est-ce que c'est un professionnel? Comment les autorités locales vont-elles réagir? Moi, je suis une entreprise privée aujourd'hui, donc je ne peux pas solliciter la police pour venir m'assister. Est-ce que je connais quelqu'un? Comment je vais les faire intervenir? Quel est leur enjeu? Est-ce qu'ils sont plutôt pour une solution négociée? Voilà, tu enchaînes plein de questions. J'ai pas la bonne réponse avant. Par contre, les questions, je me les pose toujours. Et donc là, je reprends une part de ton métier actuel, l'extorsion. Donc, tu as des privés qui t'appellent et qui te disent il y a quelqu'un qui est en train de potentiellement essayer de me tirer de l'argent parce que, je sais pas, j'ai une sextape ou j'en sais rien. Ouais, bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui se font prendre comme ça en train de se faire filmer par leur ordinateur à leur insu, ou des gens qui se feront aussi voler de l'information sensible. Des entreprises qui se font piquer un plan stratégique ou un particulier qui se fait voler une information qu'il n'a pas envie de voir sortir. Donc oui, on nous appelle sur ce qu'on appelle les extorsions ou des cyber extortion, donc des extorsions par des pirates. Et ça, c'est relativement fréquent, oui. Et ça se règle comment? Parce qu'en effet, le trip d'une extorsion, tu te dis un jour ça m'arrive, en fait, tu te dis si je paye, finalement, je vais payer toute ma vie, quoi. On analyse la menace. D'abord, est-ce que c'est une extorsion ciblée ou pas? Tu peux tomber sur une pêche miraculeuse, c'est-à-dire quelqu'un qui t'envoie un mail, d'ailleurs tu dois en recevoir, quelqu'un qui dit, il te met un code que tu utilises ou que tu as utilisé sur Internet, il te dit voilà, vous êtes certainement surpris de recevoir un email avec votre propre adresse, parce qu'il t'écrit avec ta propre adresse, j'ai craqué votre code, c'est celui-là, donc tu reconnais ton code. J'ai eu accès à vos données personnelles, j'ai trouvé des vidéos compromettantes, il faut me payer quelque chose. Donc ça, généralement, c'est de la pêche miraculeuse, il ne faut pas répondre. Sachant que sur il y a pêche miraculeuse, mais aussi sur le dark web circule votre code avec votre email c'est là-dessus qu'il l'a trouvé. Ouais, c'est ça. Ils les achètent pas cher. Tu es surpris parce que tu vois ton adresse email qui t'écrit et ton code qui est ton vrai code. Maintenant, il tente le coup. Si tu réponds, il dit attention, ça a mordu, il a peur, je vais pouvoir l'utiliser. Tu réponds pas, il passe à autre chose. Ça, c'est une attaque type pêche miraculeuse. La seconde attaque, elle est ciblée. Là, par contre, il a remonté ton ordinateur, il a des vrais fichiers qu'il n'a pas trouvés au hasard, ou carrément, il t'a fait filmer dans des situations compromettantes. Ça, c'est des choses qu'on rencontre. Donc là, c'est pas la même menace. Bien sûr, la crédibilité, elle est aussi liée au montant qui va être demandé. Donc on essaie au maximum, bien sûr, de pas payer, d'attendre de voir comment ça va sortir. On peut aussi faire du forensic, arriver à remonter d'où vient l'attaque. Donc il y a plein de possibilités d'action dans ce type de situation. Et là-dessus, toi, tu es payé en tant que consultant, au jour travaillé? On est payé au temps, ouais. On n'a pas de success fee. D'accord. Parce que c'est difficile de calculer le success fee sur ce type d'opération. Puis je trouve que c'est un peu pernicieux, le success fee. Donc on est payé comme un consultant. On a un temps. On est payé au temps. D'accord. Et tu te fais des trucs en Amérique du Sud, donc tu le disais, en Australie, j'en sais rien. Enfin, dans le monde entier. Ouais, d'accord. On passe notre temps à voyager. Alors, on voyage beaucoup. Maintenant, grâce aux moyens de communication, on fait beaucoup d'assistance à distance, par Skype ou par téléphone. Mais oui, on a des missions qui se déroulent dans le monde entier. Donc, tu as continué ce job que tu avais entamé au RAID. Le RAID, tu es resté combien de temps? Je suis rentré en 98, je suis reparti en 2004. D'accord, 6 ans. Et donc, tu as fait beaucoup d'interventions. C'est quoi le rythme des interventions? Sur l'année de 2001, si mes souvenirs sont bons, on a fait 130 opérations. What? D'accord. Ouais. Donc, c'était une grosse année, ouais. C'est pas souvent des cas très médiatiques, c'est un fonctionnaire retranché. En plus, il faut se remettre dans le contexte. Maintenant, il y a des antennes du RAID, des antennes régionales, qui peuvent aller gérer ce type d'opération. À l'époque, on était tout seul. Donc, dès qu'une police locale avait un pépin, quelqu'un qui se retranche, on soupçonne qu'il a une arme, on appelle le RAID. C'est une sorte d'unité d'élite, on est d'accord.
vous êtes très bien équipé, vous êtes bichonné, etc. J'entendais récemment, alors c'est plus ce côté armé, hein, militaire, mais que dans toutes les interventions au Mali, par exemple, ils étaient transportés par des avions privés dans des états lamentables, etc. C'est des choses que tu as vécues, ça, ou c'est pas vraiment le cas pour des unités comme ça? Alors, le transport, non. On avait la chance d'avoir des véhicules et des bons véhicules. Après, c'est vrai que le matériel, pour être très honnête, on n'a pas trop à se plaindre. Enfin, du moins, à l'époque, on n'avait pas trop à se plaindre. On était bien équipés, on avait ce qu'il nous fallait. Maintenant, c'est vrai que tu as toujours tendance à t'acheter un truc, toi, perso, parce que tu trouves que ce gilet pare-balles est plus efficace que celui-là, ou que ce gilet tactique, voilà, s'il fallait le demander, t'en as pour 6 mois, donc tu te l'achètes. Donc ça, c'est une pratique. T'as le droit, ça. T'as le droit de t'acheter ce truc. D'accord. Hormis l'armement. Ouais. Bien sûr, mais le matériel, tu peux porter le matériel que tu veux. Non, ce type d'unité, à l'époque, était relativement chouchouté. Après, c'est surtout la police locale qui, elle, elle n'a pas l'équipement et elle s'achète à titre perso. Moi, j'ai des collègues qui sont encore en police locale aujourd'hui et qui s'achètent leur gilet pare-balles parce qu'ils ont envie d'avoir un truc plus efficace, ou leurs étuis d'armement, ou voilà, leur matériel qui devrait être du matériel administratif. D'accord. Et pour revenir donc sur ces années au RAID, ce nombre d'interventions que tu fais, toi, tu restes dans une forme de... Enfin, tu es dans une forme de routine à la fin. C'est quand on fait 130 sur 365 jours, c'est un jour sur 3. Enfin, alors, je sais pas si toi, tu étais dans les 130, peut-être pas. Alors, t'es pas sur toutes les opérations, mais oui, ça devient une sorte de routine parce que tu travailles tellement sur le débriefing des cas, tu les ressasses, tu les reprends, surtout quand tu les enregistres, tu les réécoutes tout le temps. Donc, tu peux à un moment donné tomber dans la routine et ça devient dangereux. Parce que tu considères que les cas sont faciles et que ça se mène sans problème. Et quand tu es négociateur, tu dois être aussi entraîné que les autres. Tu dois pas l'être, mais si tu veux être légitime, tu as intérêt à l'être. D'accord. Voilà. Donc tu fais les mêmes... Tu vas au stand de tir, tu vas à la boxe, tu fais... Ouais. Après, on le fait parce qu'on aime ça aussi. Hein. Mais ouais, si tu veux aussi être légitime, si tu te laisses pousser le ventre et que tu n'es pas capable de monter l'escalier sans être essoufflé, au bout d'un moment, ça va pas être bon. Ouais, donc tu dois être capable de cavaler pendant 2 heures pour aller rejoindre un site isolé en Corse ou ailleurs pour aller faire une négo, ou être capable d'être projeté en chute libre si c'est nécessaire parce que le lieu est inaccessible autrement, ou pouvoir défendre ta peau parce que tu es armé, si jamais ça tourne mal, bien sûr. Et la chute libre, ça fait partie de la panoplie standard du RAID? Non, c'est pas la panoplie standard, il y a un groupe shooter au RAID. D'accord. Il se trouve que j'étais shooter avant de le RAID. Et donc oui, je continuais parce que c'était ma passion. D'accord. Donc t'en fais encore aujourd'hui? Alors j'ai plus beaucoup le temps, malheureusement. Quand j'avais pas le temps, quand j'avais du temps, j'avais pas beaucoup d'argent pour le faire. Et maintenant que j'ai un peu plus d'argent que je pourrais le faire, j'ai plus le temps pour le faire. Donc, c'est très injuste. C'est le paradoxe c'est le paradoxe de la chute libre. Très bien. Pourquoi t'as quitté le RAID? J'ai quitté pour 2 raisons. La première, c'est parce que ça devenait un peu routine. Et donc, je me suis dit, j'ai envie d'aller faire autre chose. Les forcenés ou les preneurs d'otages, il y a 3, 4, 5 types de profils types. Tu les retrouves assez souvent. Je me suis intéressé au problème du kidnapping. Et il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de réponse organisée de manière institutionnelle, comme les Américains le faisaient. Et donc, on m'a proposé de mettre entre parenthèses du RAID pour monter une équipe dédiée à la sécurité des voyageurs d'affaires et des expatriés, notamment liés au problème de kidnapping. Pour la police nationale? Alors, pour le cabinet de conseil du ministère de l'Intérieur. D'accord, ok. Et la seconde raison, c'est que l'administration commence à me peser un peu. L'administration française est très lourde. Les enjeux politiques dont on parlait tout à l'heure, tu les as à fond. Tout le monde louvoie un petit peu et ça commence à me peser un petit peu. Et puis j'avais envie de prendre un peu mes aises. J'avais un peu d'idées, j'avais pas mal d'idées pour développer le métier, et je me rappelle d'un gradé, un haut responsable du RAID qui m'a dit: vous avez trop d'idées. Voilà, et vous avez trop d'idées et vous faites peur aux gens. Donc au bout d'un moment, ça va être un vrai souci. Donc je me suis dit, oula, soit je reste, je fais mon sport toute la journée, j'ai ma petite vie tranquille, mais ça va vite me saouler, soit je vais voir ailleurs pour développer autre chose. Sachant que tu es périmé à un moment au RAID, j'imagine, non? Alors, périmé, non. Peut-être moins en négociateur, tu me diras que... Même à l'Inter, je me rappelle de gens qui ont pris leur retraite, qui étaient au groupe d'intervention et qui étaient physiquement des machines de guerre, même à 50 balais. C'est juste dans la tête après. Évidemment, il faut que le physique suive. Mais si tu t'entretiens et que tu fais pas n'importe quoi, à 50, 55 ans, tu peux encore avoir la caisse pour faire face. Négociateur, t'es pas périmé puisque tu peux durer jusqu'à pas d'âge. Tu peux être négociateur, je crois, 70 ans. Si tu as l'envie, la motivation et le physique qui est encore là, tu peux faire. Et le psy, il est très important. Je veux dire, tu fatigues en étant négociateur. C'est un truc qui est Tu fatigues autant que l'intervention. Le stress, il est aussi présent. Je dirais pas qu'il y a une fatigue plus importante, une fatigue psychologique plus importante à la négo qu'à l'intervention. Mais c'est vrai qu'on le travaille. La préparation mentale, on a commencé à réfléchir à la préparation mentale des négociateurs en 2001.
Donc, comment tu te prépares physiquement, ce qui est une chose, mais comment mentalement tu utilises les techniques de visualisation, de prévisualisation, de conception alternée. Voilà, il y a plein de techniques qui permettent de te projeter dans ta mission pour mentalement, psychologiquement, te préparer à faire face aux situations. Sachant qu'en effet, tu peux te dire assez légitimement, c'est pour ça que je te pose la question. J'aimerais revenir sur la visualisation, prévisualisation, mais un négociateur qui est, je sais pas moi, pas en forme, mal dans sa peau, déprimé ou j'en sais rien. Enfin voilà, il va forcément avoir alors l'inverse d'un ascendant, enfin en tout cas une faiblesse il aura psychologique. Un désavantage par rapport à la partie adverse. Ouais. Bah, c'est là que l'équipe joue à plein. Quand tu es fatigué, quand tu te sens pas, tu dois le dire. Ça t'est arrivé ? Bien sûr. Ça m'arrivait 2 fois. Une fois parce que j'étais vraiment physiquement fatigué. On avait enchaîné les opérations. C'était en 2001. On avait fait une opération par jour. On avait fait la prison de Fresnes. On avait fait 2 forcenés dans la semaine. Enfin, la dernière opération, t'es rincé, quoi. Donc là, tu sens que t'es pas à même de prendre contact et d'être efficace. La seconde fois où ça m'est arrivé, c'est que je sentais pas le bonhomme. Psychologiquement, je me suis dit, j'ai pas envie de négocier avec lui. Donc là, si tu as pas envie de négocier, il va le sentir. Donc il faut passer la balle à quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Tu es sur un cas qui, voilà, t'as pas envie de négocier, t'es pas dedans, ouais, tu le sens pas. T'as envie qu'une chose, c'est de péter la porte pour rentrer. Si tu fais ça, il va le sentir. Il va sentir que tu négocies juste de pure forme, mais c'est pas bon. Il faut pas faire ça. Et alors, tu as créé ADN Group quand ? Écoute, j'ai créé ADN Group en 2013. D'accord. Donc avec Marwan Méry. Entre 2004 et 2013, tu étais sur ce kidnapping, tu as fait plusieurs choses. Alors, j'ai travaillé pour plusieurs sociétés qui avaient des équipes de gestion des kidnappings, mais j'avais ma propre société qui était partenaire de leurs entreprises. D'accord. Et quand j'ai rencontré en 2011 Marwan Méry, ouais. qui est mon partenaire et mon associé sur ADN Group, on s'est aperçu que là, que notre approche de la négo, elle était très complémentaire. Il connaissait très bien le monde de l'entreprise, très très bien. Ça faisait des années qu'il bossait là-dedans. Il faut que je te fasse cette remarque à la con, mais tu as quand même un trip sur les gens qui s'appellent Michel Marie. Oui, c'est ça, j'ai remarqué. MM, et puis Marie. Je cherche des gens qui ont les initiales qui s'appellent MM. Donc si vous connaissez Marcel Michou ou une Mireille Montant, voilà, ça m'intéresse. D'accord. Non, c'est vrai que je me suis fait la remarque, effectivement. Après, il y a 2 personnes qui m'ont vraiment appris dans ce métier. C'est Michel Marie et Marwan Méry. C'est vrai, les 2. J'apprécie beaucoup parce que t'es très... Enfin, tu vois, depuis sur chacun, en tout cas, on sent que tu rends hommage. T'es très. Ouais, ils sont tous les 2 dans la transmission du savoir. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours. Voilà, je suis fils de prof. Voilà, je suis issu de ce milieu-là où quand tu sais quelque chose, tu le donnes. Parce que ça sert à rien de dire j'ai du pouvoir parce que je sais un truc que vous savez pas. Je pense que tu as plus de pouvoir quand tu donnes à quelqu'un quelque chose que tu sais et quand tu le rends encore meilleur que toi. Il s'en rappellera toute sa vie. Et donc Michel et Marwan, c'est aussi ce qui les caractérisait. C'est-à-dire c'est la générosité. C'est l'intransigeance aussi dans la discipline. Avec Michel, quand il fallait bosser, quand tu étais là, c'était pas juste pour dire je suis dans l'équipe. Mais quand tu donnais, tu avais beaucoup en retour. Donc c'est important. Et donc, la suite logique du raid là-dessus, c'est de te dire, en fait, à partir du moment où j'ai négocié dans des situations de stress incroyable avec des gens complètement, alors peut-être déséquilibrés ou pas forcément déséquilibrés, mais en tout cas un peu difficiles, dans des situations épouvantables, dans des... je sais pas, manque de sommeil, etc. Une fois que j'ai fait ça, je peux négocier à peu près avec n'importe qui sur n'importe quoi. Alors en fait non, ce qui peut paraître surprenant, c'est que quand tu arrives dans le monde de l'entreprise... Le mec vient de péter ma question en 2 secondes, merci. Non, Laurent. Merci, à bientôt, ça m'a fait plaisir. C'était super. Je vous souhaite une bonne journée. Non, parce que j'avais un peu ce sentiment quand je suis passé dans le privé, en me disant j'ai négocié avec des preneurs d'otages, des forcenés, des kidnappeurs, dans plusieurs cultures. Dans le monde de l'entreprise, ça va être finger in the noise, aucun problème, je vais tout gérer. Or, c'est pas aussi simple que ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que t'as pas le rapport de force. Quand tu négocies avec un partenaire commercial, avec un syndicat, avec un DRH, avec une institution internationale, t'as pas le groupe d'intervention. Donc ça, c'est quand même un gros avantage quand t'es au raid ou ailleurs. C'est que soit il parle avec toi, soit tu pètes la porte et tu rentres. Donc il a quand même envie de négocier avec toi. Ensuite, les négociations sont dans la durée. Il y a un petit rapport de force, en effet. Tu l'as pas dans l'entreprise. Il n'y a pas encore de groupe d'intervention pour faire des négos business. Même si certaines entreprises jouent un peu le rapport de force, en disant soit vous négociez, soit je vous des références. C'est un petit peu la même logique. Mais la plupart des négociations d'entreprise n'ont pas cette notion de rapport de force, ou un rapport de force plus équilibré ou plus facile à rééquilibrer. La seconde raison, c'est que c'est des négociations à long terme. Un syndicaliste, tu l'as tous les ans. Un partenaire commercial, tu l'as tous les ans.
un collaborateur dans ton équipe, tu l'as tous les ans. Donc, tu peux pas te permettre de jouer sur des méthodes one shot, comme le mensonge, comme le bluff, comme tu pourrais le faire face à un forcené que du coup tu vas avoir qu'une fois. Alors ça tombait bien, c'était pas mon éthique de mentir même à un forcené, mais je me suis aperçu que les négos de l'entreprise étaient plus difficiles que celles du raid. Ça va paraître étonnant, hein. Les négociations du raid sont plus dangereuses parce que quand tu te plantes, il y a des morts. Mais techniquement, j'ai trouvé plus de difficultés à préparer une négociation annuelle obligatoire avec des DRH, à préparer une grosse négociation business avec 5 partenaires commerciaux, à préparer une négociation de financement avec une banque d'investissement ou un pool bancaire, parce que tu as une multitude d'acteurs, multitude de parties prenantes, ils n'ont pas le même rythme, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Et tu vas devoir jouer ton éthique dans la durée, c'est-à-dire faire en sorte que tu fasses des efforts pour créer un objectif collectif, même quand des fois tu en as marre et tu as envie d'aller plus vite. Donc c'est clair que le sentiment de savoir très bien négocier, tu l'as au début. Et puis tu te dis, waouh, finalement, le DRH là, qui me voit beau comme un soleil parce que j'avais marqué raid sur ma tenue et que j'ai fait le FBI, finalement, ces négos sont peut-être aussi compliqués que les miennes, voire même un peu plus. Alors toi, tu dois théoriser sur tout ça, j'imagine, mais ça, c'est des choses que tu as fait. Par exemple, tu pourrais être légitime sur une négo entre la direction d'Air France et le syndicat des pilotes. Alors, non seulement on pourrait l'être, mais on l'a été. D'accord. On a travaillé, alors je peux le citer puisque le DRH du groupe nous a cité dans un article récent, on a travaillé sur les accords de compétitivité du groupe Renault. Non pas qu'on était légitime ou crédible pour aller négocier, on ne l'est pas. Aujourd'hui, quand je fais de l'assistance sur les négos, la moitié de mon temps de travail, c'est de l'assistance. C'est-à-dire que je vais aider les entreprises ou des organisations à négocier, à préparer leurs négos. Mais je ne vais pas négocier à leur place parce que je ne suis pas légitime. Mais du coup, tu fais par exemple, quand tu fais un truc comme ça pour, je reprends Air France par exemple, et puis le syndicat des pilotes, si tu es payé par Air France, tu es du côté d'Air France ? Tu es négociateur, tu n'es pas médiateur. Ça, c'est important parce qu'on est mandaté par une partie. Oui. Médiateur, c'est encore plus compliqué que négociateur, à mon avis, hein, parce que tu dois rester neutre entre les parties prenantes. Et forcément, à un moment donné, tu penches plutôt d'un côté ou de l'autre dans ta tête. C'est normal. Moi, j'ai ce confort de défendre les intérêts de mon client, mais de faire en sorte que la partie adverse soit aussi satisfaite de ce qu'elle va obtenir. Un médiateur, c'est encore plus compliqué parce qu'il doit vraiment garder cette neutralité. Donc oui, nous, on est mandaté par une organisation pour les aider à préparer leur négo. Bon alors, ça peut être un syndicat. Hein. On a aussi été mandaté par un syndicat pour les aider à préparer le négo, bien sûr. Il nous reste pas des milliers d'heures parce qu'en fait, tu as un otage à libérer, je crois, en Amérique du Sud, donc qui nous attend. Je crois qu'on peut avoir 10 minutes de plus avant qu'il... On va lui demander s'il est d'accord. C'est quoi les bases de... Si moi, là, tu dois me donner un petit cours, je te donne 4 minutes, et je pourrais le réécouter, ou 5, mais parce que j'aurai d'autres questions derrière. Les bases de la négociation, évidemment, tu m'as expliqué pas mal de choses déjà, hein, depuis une bonne heure, sur la préparation, sur qui est en face, qu'est-ce qu'il veut, comment, etc., etc. Les OCP. Et la question suivante sera dans quel bouquin, par exemple, qu'est-ce que je dois acheter pour en savoir plus derrière dans tes bouquins, par exemple? On va mettre de côté les deux éléments clés qu'on a déjà évoqués, le conflit, l'acceptation du conflit comme un moyen de créer de la valeur et l'agilité. C'est les deux premiers points que je cherche quand je recrute ou quand je forme un négociateur ou une négociatrice. Si je devais te donner 3 petits conseils pour négocier, le premier, il faut que tu aies un mandat. C'est-à-dire que tu saches sur quel point tu vas travailler, quels sont les points, les sujets que tu vas aborder. Sur chacun des points, quel est ce que tu cherches à obtenir, ce qu'on appelle le point idéal. Quel est le point qui va arrêter la négociation, le point de rupture. S'il n'y a pas de point de rupture en négociation, tout est négociable. Et ça, c'est de l'enfer. Et puis, quel est le point objectif qui va évoluer au fur et à mesure de la négociation. Donc, le mandat, c'est vraiment la premier outil qu'on met à plat quand on prépare une négo. On a un outil qu'on appelle un mandat scan, qui est une sorte de toile d'araignée. Chaque sujet de négociation fait l'objet d'un axe et sur lequel on positionne le point idéal, le point objectif et le point de rupture. Une fois que tu as ton mandat, tu as ton terrain de jeu, tu sais les sujets que tu vas aborder, les sujets que la partie adverse va aborder, tu sais ce que tu peux donner à la partie adverse et tu sais quelle contrepartie tu peux lui demander. Si tu donnes sans contrepartie, si tu donnes sans résister, ce que tu donnes ne vaut rien. Dans sa tête, ça vaut pas grand-chose. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le pouvoir le plus important en négociation, c'est le pouvoir relationnel. C'est-à-dire la capacité à créer une relation authentique. Et on pense que pour être efficace en négo, il faut être à la fois assertif et empathique. Et souvent, on a tendance à opposer assertivité et empathie. Or, c'est pas le même registre. L'assertivité, c'est un état d'engagement. Un engagement à défendre son point de vue,
en acceptant celui de l'autre. Si tu défends ton point de vue sans accepter celui de l'autre, tu es agressif. Si tu défends pas pour ton point de vue et tu subis celui de l'autre, tu es passif. Donc, l'assertivité, tu défends ton point de vue, mais tu acceptes que l'autre ait aussi le droit d'exprimer le sien et que son point de vue soit aussi entendable. Et le second point, c'est l'empathie. L'empathie, c'est un état émotionnel, une attitude émotionnelle qui fait que tu vas accepter l'émotion de l'autre sans toutefois la partager. Si tu partages l'émotion de l'autre, c'est de la sympathie. Et si tu es sympathique, c'est-à-dire que tu ressens l'émotion que la personne en face de toi est en train de te montrer, tu risques de perdre ton objectivité. C'est pas forcément automatique, mais c'est plus facile de perdre son objectivité quand on est sympathique que quand on est empathique. Oui, être sympathique avec un preneur de tâches, c'est compliqué, j'imagine. Non, tu pourrais. Ouais. Tu pourrais, s'il est en colère et que ça crée de la colère chez toi, oui. tu es dans la sympathie. Tu partages son émotion et tu perds ton objectivité. Donc, il faut arriver à trouver le juste équilibre. Le dernier point, c'est apprendre tes expériences. Débrief. La négociation, c'est de la pratique. Voilà. Il y a des négociateurs qui pratiquent depuis des années sans forcément avoir aucun diplôme de négociation. Il y a des gens qui sont ultra diplômés en négociation qui n'ont jamais fait une négociation de leur vie. Donc le vrai savoir en négociation, c'est la théorie que tu testes au quotidien par la pratique. Donc la pratique, c'est ce qui fait de toi le négociateur que tu es et que tu peux devenir. Donc débrief. Repose-toi les questions. À la fin de chaque négociation, nous, on se repose les questions clés. Quel était mon mandat? Quel était l'OCP? Est-ce qu'il a été accepté? Est-ce que j'avais le bon point de rupture? Voilà. On reprend les questions clés parce que c'est l'apprentissage de l'expérience qui permet de faire en sorte qu'une erreur commise une fois ne deviendra pas une faute, c'est-à-dire une erreur commise une deuxième fois. À partir du moment où tu acceptes que ton expérience, c'est ce qui crée ton livre de négociateur, à partir de là, tu peux commencer à t'éclater dans les négociations. Ce qui est difficile, c'est que pour faire tout ça de manière qui est moins instinctive que ce qu'on fait tous les jours, il faut, comme tu le dis, accepter le conflit entre guillemets, qui est pas forcément, on appelle ce mot conflit qui est fort, mais en fait c'est pas forcément un conflit très fort. Le désaccord. C'est pas la confrontation. Mais en fait, des négos, j'ai l'impression d'en faire tous les jours sans vraiment m'en rendre compte. C'est ce que je te disais. Et du coup, débrief, toutes ces étapes, tout ça, c'est peut-être que pour les négos importantes. Ouais. Après, moi, ce que je te conseille, c'est de choisir toutes les semaines une négo. Tu dis cette semaine, quelle était ma négociation la plus marquante? Peut-être avec un partenaire, un client, tes enfants, un collaborateur. Et à partir de là, ok, alors, qu'est-ce que je voulais dans cette négociation? Quel était mon enjeu? Quel était le besoin que je cherchais à satisfaire dans cette négo? Quel était l'enjeu de la personne en face? Est-ce qu'on avait un OCP? Est-ce qu'on se les partageait? De reposer les questions de base. C'est comme ça qu'on fait rentrer le référentiel Pacificat, d'ailleurs dans la tête des gens qui bossent avec nous, ou même de nos clients. On forme entre 500 et 600 négociateurs par an, depuis maintenant pas mal d'années. Et donc on a un bon track record sur la façon d'utiliser la méthode. Les gens nous disent, en fait, ce qui ancre les outils, c'est le débriefing. À chaque négo, je me repose les questions et hop, la question, elle s'ancre de manière plus présente. Tu formes des gens qui vendent des boîtes? Des gens qui sont banques d'affaires ou des choses comme ça? Ouais. On forme la BPI, on forme des investisseurs. Mais pourquoi on les forme? Parce qu'ils sont vertueux dans leur façon de voir les choses. On ne forme pas les requins. Mais tu vois, récemment, j'y pense parce que récemment, tu vois, je pense que j'ai pas assez, ça s'est bien passé d'ailleurs, mais on a vendu une boîte récemment. Et typiquement, quand je me projette dans ce que tu dis, le mandat, le terrain de jeu, le spider map, la carte d'araignée, le point idéal, le point de rupture, je pense que c'est quelque chose, alors est-ce que ça se fait ou pas, mais j'aurais quasiment pu l'écrire et leur dire voilà où on en est. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bien sûr, je vais même te donner un exemple. On a accompagné une négociation de fusion-acquisition pour une entreprise qu'on a formée à la négo et qu'on connaît depuis très longtemps. Et en face, le fonds d'investissement est un fonds qu'on a formé à la négociation. Et donc, quand on a su qui était la partie adverse, évidemment, on le déclare systématiquement pour éviter le conflit d'intérêts. Ouais. Mais on a dit au fonds en face, écoutez, voilà, sachez qu'on conseille cette entreprise. Et on a eu deux avantages. Les premiers nous ont dit, mais on sait que vous êtes négo for good, c'est-à-dire que vous négociez de manière éthique. Donc, ça nous va bien, que ce soit vous qui conseillez. Et la seconde, c'est, en fait, on va parler le même langage. Quand on va dire l'OCP, tout le monde sait ce que c'est. Quand on va se dire qu'on peut pas aller sur ce point-là, si on crée de la confiance, on fera une belle négo. Et ça a été une super négo. Parce que les gens se sont dit que, ok, allons, on se cache rien, on se dit les choses, on va pas tous dire évidemment, mais on va se dévoiler suffisamment pour montrer qu'on a quelque chose à gagner. À partir du moment où chacun le fait, c'est de la vraie négo. Et tout le monde est reparti gagnant. Deux petits points sur les enfants. Il y a des spécificités sur la négo pour les enfants, parce que tu as écrit là-dessus, je crois. Ouais, il y a une grosse spécificité, c'est qu'il y a de l'affect. Ouais. C'est-à-dire que tu es naturellement sympathique avec tes enfants. Tu partages leurs émotions, évidemment.
C'est beaucoup plus difficile de rester froid et distant quand tu es avec tes enfants, parce que voilà, c'est ta chair, c'est ton sang, et c'est forcément l'engagement émotionnel est très fort. Donc oui, la perte d'objectivité, elle est assez fréquente. Moi, je le vois, j'ai 4 enfants. Quand je négocie avec eux, j'essaie de rester le plus objectif possible, mais je peux me faire piéger par la sympathie, c'est-à-dire le partage de leurs émotions, et puis finalement, soit céder plus facilement que ce que j'aurais fait normalement, soit refuser de négocier pour justement ne pas avoir à céder, et donc dans ce cas-là, je coupe court à toute négociation, même quand on aurait pu être efficace. D'accord, donc il faut un peu... tu leur mets l'acceptation du conflit, un objectif commun partagé. Bien sûr. Moi, mes enfants savent que me dire non, s'il y a une bonne raison, ça me dérange pas. Sur les sujets qui sont négociables. Parce que me dire non sur les sujets qui sont pas négociables, là, c'est même pas la peine. L'hygiène, la sécurité, la politesse, là-dessus, il n'y a aucun truc à négocier. D'accord. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas dire merci, de ne pas dire bonjour. Tu peux me balancer une belle négo avec tes enfants, je sais pas, un exemple. Non, mais par exemple, est-ce que je peux regarder la télé ce soir? Il y a un truc sur les dinosaures, j'ai un devoir sur les dinosaures, s'il te plaît. Ok. Négociable ou pas négociable? C'est éducatif, ça finit pas trop tard. Pourquoi pas? Par contre, ouais, je te laisse le regarder, mais qu'est-ce que tu donnes en échange? Parce que si tu donnes rien, ça vaut rien. Et puis demain, tu vas me dire, je peux pas regarder encore, puisque de toute façon, hier, j'ai regardé, ça m'a rien coûté. Donc oui, tu crées de la négociation pour ça. Tu ouvres la porte à la négociation. J'adore. Mes enfants ça va être la purge pour après cet épisode. Et donc, tu as un bouquin là-dessus qui s'appelle comment? Devenez meilleur négociateur que vos enfants. J'adore. Ça, c'est bon, hein, c'est du bon titre. Très bien. Et le bouquin qu'il faut prendre pour les gens plus business qui nous écoutent, tu leur recommanderais quoi pour commencer? On écrit beaucoup de livres, mais le dernier qu'on a sorti avec Marwan Méry, qui s'appelle Négociator, c'est la Bible de la négociation pour nous. On a écrit 660 pages sur le référentiel Pacificat. C'est très méthodique en fait. Il y a 9 chapitres, c'est les 9 étapes du référentiel. D'accord. Donc c'est illustré avec des cas concrets, on les débriefe systématiquement, on essaie d'en sortir des questions qu'on essaie de se poser en négociation. Donc oui, on est très fiers de ce bouquin-là. On l'a d'abord écrit très vite, à la grande surprise de l'éditeur. On l'a écrit en 6 mois. D'accord. Parce que on était dedans, on était passionnés par l'écriture de ce livre. Et puis oui, on a la chance d'avoir de très bons retours et les gens nous disent c'est super, c'est opérationnel, je le pratique tous les jours. Donc rien que ça nous donne envie d'en écrire un deuxième. Je mettrai les liens évidemment de tous ces livres dans les descriptions sur les posts Medium ou sur gdiy.fr. J'avais une question sur le... je vais revenir sur une question traditionnelle, pardon, mais que je pose à tous mes invités. Si tu avais l'opportunité de revenir rencontrer Laurent Combalbert juste avant de devenir ce lieutenant à Paris sur ta première... brigade, je vais dire une bêtise, ouais. Section, qu'est-ce que tu te dirais? La même chose, je dirais vas-y. Suis ton instinct, tu vas faire un truc sympa. Je changerais rien. Franchement, si je pouvais revenir en arrière, je changerais rien de ce que j'ai fait. Les bonnes choses ou les mauvaises choses, même les bêtises que j'ai pu faire, je les changerais pas parce que c'est ce qui te construit. Et si tu as des regrets, même sur les choses que tu aurais pu mieux faire, c'est lancinant et c'est pas très bon. Non, je regrette pas, même les bêtises que j'ai pu faire, j'en ai fait quelques-unes, je les regrette jamais. Donc je lui dirais vas-y, écoute ton instinct, fais comme tu le sens, prends des risques, n'aie pas peur, des fois tu vas pas bien dormir, tu vas te retrouver dans le privé alors que tu avais une belle carrière tracée dans l'administration, tu vas démissionner, tu vas monter une boîte, tu vas te demander si tu auras des clients, vas-y, tu vas voir, c'est top. C'est quoi ta pire nuit blanche justement? La pire nuit blanche, t'en as toujours des pires nuits blanches, c'est quand j'ai monté ma boîte. Je me suis retrouvé, j'ai toujours travaillé quand j'étais étudiant, j'étais pion, pendant 5 ans j'étais surveillant pendant que je faisais mes études, puis je suis rentré dans l'administration, j'ai toujours eu un salaire en fin de mois, et puis un jour... Avoir comme pion un futur flic négociateur, l'horreur quoi. J'ai adoré, c'était super, j'étais dans un quartier difficile en région toulousaine, et j'ai adoré cette période-là, parce que tu faisais de la négo tout le temps dans la cour de récréation, en plus c'était les sports études rugby, donc à 14 ans il faisait 1m90, 100 kilos, donc t'avais intérêt à savoir négocier. Mais ouais, je me suis retrouvé à monter ma boîte. J'ai passé 1 ou 2 semaines à me dire est-ce que j'ai pas fait une bêtise. Et donc là, oui, tu te dis ok, allez, j'y vais. Et puis j'ai découvert ce que c'était qu'être entrepreneur. Et donc du coup, là, tu fonces parce que c'est top quoi. La vie d'entrepreneur, c'est risqué, tu dors pas bien toutes les nuits, c'est vrai, mais c'est tellement bon parce que tu inventes, t'es obligé d'être agile, t'es obligé d'être créatif, t'es obligé d'avoir toujours un temps d'avance.
C'est sûr, c'est aussi plein de risques et plein de... Bien sûr, mais c'est ce qu'on cherche. De difficultés, c'est vrai. Écoute, je te remercie. On peut te contacter donc sur LinkedIn. Tu me disais. Oui, je suis très souvent sur LinkedIn. J'aime beaucoup ce réseau. On trouve ton mail aussi sur le site, de toute façon. Donc c'est ADN Group sans e à groupe.com /fr pour le français, mais voilà. Donc on réussit à te contacter. Moi, je suis rentré très facilement en contact avec toi. Et puis, si on veut bosser avec vous, c'est quoi le cas le plus type? Ça peut être comme on l'a dit là, vendre une boîte, ça peut être une négo de salariale, ça peut être... Ouais, il n'y a pas de limite en fait dans les négos qu'on fait, et généralement c'est les entreprises qui nous sollicitent bien sûr, parce qu'on reste cher, donc c'est pas facile de s'offrir nos services quand t'es un particulier, mais oui, c'est des négociations de business, des fusions-acquisitions, des négociations de contentieux, des négociations de pénalités entre clients, c'est des choses qu'on rencontre. On a même l'ONU aujourd'hui qui nous sollicite. D'accord. Le 25 septembre 2019, on fait la journée mondiale de la négociation. D'accord. À l'ONU, au Palais des Nations. Fantastique. Co-organisé par l'ONU et ADN. Donc c'est à Genève, au siège de l'ONU. Et c'est ADN Group et l'ONU qui co-organisent cette première journée. On va remettre le prix Pacificat du meilleur négociateur de l'année. Et donc voilà, les candidatures sont ouvertes. On a plein de gens dont le nom est proposé, des diplomates, des gens d'ONG. On espère qu'on aura une belle surprise, un beau négociateur, une belle négociatrice désignée le 25 septembre. Merci Laurent Combander. Merci à toi. Je suis vraiment ravi d'avoir eu cet échange avec toi. À tous ceux qui nous écoutent, désormais, quand vous me contacterez, faites bien attention à avoir un objectif commun partagé. Peut-être pas tout de suite un désaccord exprimé. On va commencer quand même avant le conflit par quelque chose de plus productif. Mais voilà. Et je vous remercie de suivre Génération Do It Yourself. Je vous souhaite un bon été si vous écoutez ça, l'été 2019, où on se trouve même en début de forte canicule avec Laurent. Et puis, je vous remercie de partager ce podcast autour de vous, à vos amis, à l'oral, à l'écrit, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, partout. Et puis de m'envoyer autant de messages que vous voulez pour qu'on façonne le monde des entrepreneurs français et bien plus des gens qui veulent se lancer. À bientôt sur Génération Do It Yourself. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.